Dans un royaume joyeux et paisible, le peuple se rassemble pour assister à l'un des moments les plus majestueux. Marie, vêtue d'une robe de mariée, monte les marches en direction de Kyros. Ils sont sur le point de se marier, mais en réalité, Marie n'aurait jamais dû être la mariée. Cela devait être sa sœur aînée. Le baron Sheridan a 2 filles. L'aînée, Anastasia, est joyeuse, sociable et possède de longs cheveux dorés. Elle ressemble à une véritable princesse. En revanche, Marie, la cadette, n'a rien en commun avec sa sœur. Elle est grande, souvent sale, et se comporte davantage comme un garçon. Elle passe ses journées à lire des livres et à servir sa famille comme une simple domestique. Chaque matin, Marie se réveille dans une petite cabane sombre où elle vit seule. Un endroit bien peu convenable pour une jeune demoiselle. Comme la famille est pauvre, le travail ne manque jamais. Marie n'a le temps que pour un bain rapide au puits, près de sa cabane, avant de se rendre à la maison familiale pour préparer le repas. Après avoir cuisiné et dressé la table, ses parents, Anastasia et leur petit frère Cédric, s'installent ensemble à la table bien éclairée pour manger. Elle, en revanche, est reléguée à la cuisine sombre et sale, où elle mange seule les restes, traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Même le travail de son père lui est confié. La nuit, Marie tient les comptes de la famille et signe les documents en son nom, ne comptant que sur la faible lumière d'une lampe alors que l'obscurité s'installe. Lorsqu'elle termine enfin, elle retourne se baigner au puits et lève les yeux vers le ciel étoilé. Demain, c'est son anniversaire. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est passer une bonne journée. Le lendemain, la famille Sheridan organise un grand banquet dans leur demeure. Des nobles et des membres de la royauté remplissent la salle et la musique accompagne les festivités. Anastasia est splendide dans sa robe élégante et Cédric la complimente sur sa beauté. Marie, debout à l'écart dans une simple robe longue et les cheveux en désordre, se contente d'observer en silence. Soudain, leur père se lève pour prendre la parole. Il remercie les invités d'être venus et annonce qu'Anastasia est la vedette de la soirée. À cet instant, Marie baisse les yeux. Bien sûr, ce n'est pas une fête pour son anniversaire. C'est un bal de présentation destiné à trouver un prétendant pour Anastasia. Bouleversée, Marie quitte brusquement la salle, attirant tous les regards. Elle traverse rapidement les couloirs jusqu'à atteindre le jardin. Assise au bord de l'étang, elle contemple son reflet dans l'eau, accablée par l'idée d'être née avec un visage aussi peu attrayant. Soudain, une voix d'homme brise le silence en demandant son chemin. Marie, surprise, lui indique rapidement l'entrée. L'homme la prend pour une servante, mais la domestique qui l'accompagne le corrige aussitôt, expliquant que la famille Sheridan n'emploie qu'une seule servante, une femme d'une 60aine d'années. Comprenant que Marie doit être l'une des 2 filles, l'homme lui demande poliment pardon. En remarquant immédiatement sa tenue, Marie reconnut qu'il venait de la République d'Ipsandra. Elle fit même une remarque sur le costume traditionnel qu'il portait, ce qui surprit le jeune homme par sa connaissance précise. La familiarité de Marie avec les traditions ipsandriennes l'étonna. Il était rare qu'une personne étrangère à son pays s'intéresse à leur culture. Mais Marie insista. Une fois qu'on découvre la technologie et la culture d'Ipsandras, on ne peut que s'y passionner. Kyros, encore plus intrigué, lui confia quelques détails supplémentaires sur ses vêtements officiels. Marie participa volontiers à l'échange, mentionnant même la légende du chat écarlate de Rioti, un célèbre conte du folklore ipsandrien. La conversation coulait naturellement entre eux, jusqu'à ce que Marie se souvienne des paroles de son père. Une femme qui étale son savoir est une honte. Elle baissa la tête et s'excusa pour son comportement. Kyros, cependant, ne comprenait pas pourquoi elle s'excusait. Marie voulut lui expliquer, mais avant qu'elle ne trouve les mots, la panique l'envahit et elle tenta de fuir. Kyros attrapa doucement sa main pour la retenir, et quand leurs regards se croisèrent, Marie se figea. Son visage était d'une perfection éclatante, et cela lui fit mal de se dire qu'elle ne serait jamais à la hauteur d'un homme comme lui. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux. Kyros s'excusa encore une fois de l'avoir prise pour une domestique, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à sa tenue. Quelque chose clochait. Il devait bien y avoir une raison pour qu'une jeune femme comme elle soit habillée de façon si modeste. Marie répondit simplement qu'elle n'était pas jolie. C'est pourquoi elle portait des vêtements aussi simples. Mais avant qu'elle ne parte, Kyros la retint doucement et lui dit qu'elle était belle. En guise de réponse, elle lui indiqua où trouver sa sœur, puis s'éloigna rapidement, en larmes.
Elle courut à travers la forêt jusqu'à atteindre sa petite maison. Là, elle s'effondra enfin. Même après avoir entendu des paroles aussi tendres de la part d'un homme comme Chiros, la tristesse ne la quittait pas. Un mois plus tard, une lettre de demande en mariage arriva, adressée à Anastasia. Elle venait du comte Granado, un noble promis à devenir duc. Riche et bien introduit, il semblait être le prétendant idéal aux yeux de leur père. Ravi, celui-ci demanda aussitôt à Marie de rédiger une réponse formelle et de prévenir tous les parents et nobles des environs des fiançailles. En privé, Anastasia confia son malaise à Marie. Elle allait épouser un homme dont elle ne se souvenait même pas du visage. De plus, des rumeurs prétendaient que le comte Granado n'aimait pas les femmes. Essayant de rester positive, Marie fit remarquer que, tout de même, la lettre semblait passionnée. L'atmosphère s'adoucit lorsqu'elles commencèrent à parler de vêtements. Anastasia adorait dessiner des costumes féminins, et comme Marie était grande, ses créations lui allaient parfaitement. Elle sort un costume de son armoire et fait jurer à Marie de garder le secret. Leurs parents les avaient tous jetés lorsqu'ils avaient découvert cette passion étrange. Marie est bouleversée d'apprendre ce côté caché de sa sœur. Si un jour leur famille tombait dans la pauvreté, Anastasia ouvrirait une maison de couture dans la capitale royale. Elle encourage Marie à en faire autant, nourrir ses talents, poursuivre ses rêves, vivre pour elle-même. Marie aime profondément sa sœur, et Anastasia l'aime tout autant. Mais Anastasia meurt subitement dans un tragique accident alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec le comte Granado. Désormais, tout ce que Marie peut faire, c'est s'accrocher aux leçons que sa sœur lui a laissées. Elle se souvient de l'histoire du chat rouge en haillons qu'Anastasia lui avait autrefois écrite, et cette mémoire lui tire les larmes aux yeux. Le livre lui échappe des mains au moment même où une gifle violente s'abat sur sa joue. Sa mère la frappe, la projetant au sol. Folle de rage, sa mère l'accuse de la mort d'Anastasia, hurlant que ça aurait dû être elle à sa place. Elle s'acharne sans retenue jusqu'à ce que leur père intervienne. Mais il ne la tire pas en arrière pour protéger Marie. Il le fait pour éviter que son visage porte des marques visibles. Son père veut envoyer Marie épouser le comte Granado à la place d'Anastasia. Même si elle est moins jolie, la famille n'a plus de ressources, ayant tout vendu pour les préparatifs de mariage. Son père la persuade que c'est sa seule manière d'expier, même si cela n'a aucun sens. Elle n'a commis aucun crime, et pourtant, elle a toujours eu l'impression que le simple fait d'exister était déjà une erreur. Marie voyage avec son père pour rencontrer le comte, et dans la calèche, il lui rappelle tout ce qu'elle doit faire, l'insultant au passage. Marie acquiesce à tout en silence. Elle tente de feindre un sourire, mais même cela, son père le tourne en dérision. À leur arrivée au château, le garde leur refuse l'entrée malgré la lettre envoyée. Une servante intervient, expliquant que la lettre n'est arrivée que ce matin-là, rendant la situation délicate. Grégor, le père de Marie, entre dans une colère noire et s'apprête à attaquer la servante. Mais celle-ci, bien entraînée, le plaque au sol d'un seul mouvement et lui ordonne de partir. À ce moment, Marie sort de la calèche et découvre la scène. Elle s'incline aussitôt, demandant pardon. Mais en baissant la tête, le voile qui couvrait son visage glisse. La servante la reconnaît immédiatement, c'est Lady Marie. Elle ordonne alors à Thomas, le garde, d'envoyer un message au comte. Se présentant sous le nom de Mio, la servante conduit Marie à l'intérieur. En apprenant que la sœur cadette d'Anastasia a été envoyée à sa place, le comte entre dans une colère noire et exige d'abord que Marie soit renvoyée immédiatement. Mais dès qu'il voit son visage et la reconnaît, son attitude change du tout au tout. Marie reste figée de stupeur en découvrant que l'homme qu'elle avait rencontré au banquet n'est autre que le comte Chiros Granado. Chiros, tout aussi bouleversé, la fixe longuement. Grégor s'avance pour expliquer la mort d'Anastasia. Bien que Chiros semble peiné, son regard ne quitte plus Marie. Lorsque Grégor tente de la dénigrer, Chiros lui lance un regard glacial, le réduisant aussitôt au silence. D'un ton soudainement apaisé, il déclare que Marie restera au palais pour la nuit. Sans attendre, Mio s'empresse de lui préparer une chambre. Marie est alors laissée seule pour savourer un repas, tandis que Mio veille sur elle. Curieuse de savoir ce qu'est devenu son père, elle apprend qu'il est actuellement en réunion avec Chiros. Pendant qu'elle discute, Mio prépare du thé, que Marie reconnaît immédiatement comme un mélange traditionnel d'Ipsandros. Elle en nomme même les épices exactes, ce qui impressionne grandement Mio.
Dès la première gorgée, Marie est saisie par la richesse des saveurs, au point que Mio en est ému par sa sincère appréciation. Mais leur conversation tranquille est bientôt interrompue par des coups frappés à la porte. Kyros vient d'arriver. Marie se précipite vers lui et s'incline aussitôt pour s'excuser du comportement de son père. Lorsqu'elle lui demande où il se trouve, Kyros lui explique qu'il est déjà reparti, emportant avec lui les cadeaux de fiançailles qu'il prévoit de déposer sur la tombe d'Anastasia. Marie s'apprête à se retirer, mais Kyros la retient doucement. Il lui demande si elle est maltraitée chez elle. La question la surprend. Ses parents ne lui ont jamais montré d'affection, mais elle ne considère pas cela comme de la maltraitance. À ses yeux, leur dureté est simplement une forme d'entraînement. Ils veulent qu'elle apprenne à survivre. Mais pour Kyros, cette explication n'a aucun sens. Il se souvient du banquet, du vêtement sombre qu'elle portait, typiquement réservé aux veuves ou aux religieuses, le jour même de son anniversaire. Cela ne fait que renforcer ses soupçons. Marie est bel et bien maltraitée. Elle n'avait jamais eu l'intention de devenir religieuse, ni de repousser les hommes. Quand Kyros lui demande si elle est malheureuse dans sa famille, Marie reste sans voix. Il est vrai que la vie qu'elle mène est loin de ce qu'elle souhaiterait, mais elle n'a jamais songé à fuir. Elle croit simplement qu'elle n'est pas assez jolie pour mériter mieux. Sur CE, Kyros donne un ordre à Mio. Emmenez Marie. Marie pense d'abord qu'il veut la renvoyer à cause de son apparence. Mais à sa grande surprise, Mio l'accueille avec chaleur, déjà prête avec un bain chaud et des vêtements propres. Mio accompagna Marie jusqu'à la maison de bain où une grande cuve privée l'attendait. Marie resta bouche bée, se demandant combien d'efforts il fallait pour entretenir un lieu aussi luxueux. Elle supposa qu'on l'avait amenée ici pour faire le ménage, mais à sa surprise, Tunica, la responsable des bains, arriva pour la choyer. Mio informa Marie de l'expertise de Tunica dans les rituels de bain, et avant même qu'elle ne réalise quoi que ce soit, Tunica lui avait déjà retiré ses vêtements. Mio ajouta même, avec un sourire, que si Tunica lui déplaisait, elle était libre de lui donner une gifle. Marie entra alors dans le bain, s'immergeant dans une eau chaude parfumée et remplie de pétales de fleurs, tandis que Tunica s'occupait avec soin de ses cheveux. Tunica, confiante, lui assura qu'elle serait éclatante de propreté en un rien de temps, comme si elle renaissait. Bientôt, Marie s'endormit doucement, apaisée par la chaleur et le soin. Ce soir-là, une fois la séance de beauté terminée, Kyros attendait l'arrivée de Marie. Quand elle descendit enfin le grand escalier, elle était presque méconnaissable. Kyros ne pouvait détacher ses yeux de sa transformation. Mais Marie, apercevant son reflet, eut du mal à croire que la femme dans le miroir, c'était bien elle. Kyros resta figé un instant avant d'appeler Liu Liu, sa mère. Cette dernière s'avança, observant Marie attentivement de la tête aux pieds. En tant que chef de famille, l'approbation de Liu Liu était cruciale pour que les fiançailles puissent avoir lieu. Tout dépendait de sa décision. Après une inspection minutieuse, Liu Liu déclara qu'il manquait quelque chose. Kyros s'apprêtait déjà à défendre Marie lorsque Liu Liu termina sa phrase. Ce que Marie n'avait pas, c'était la confiance en elle. Si elle voulait devenir l'épouse d'un duc, elle devait apprendre à se tenir avec fierté et noblesse. Mais Liu Liu ajouta qu'elle pouvait au moins commencer à s'y exercer avant le mariage. En entendant cela, Kyros poussa un soupir de soulagement et afficha un large sourire. Mio félicita également Marie, qui restait pourtant confuse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit. L'approbation de Liu Liu signifiait que les fiançailles étaient désormais officielles. Des applaudissements éclatèrent dans la salle tandis que tout le monde célébrait l'annonce. Liu Liu se montra même enthousiaste à l'idée du futur mariage, mais Marie restait figée. Et enfin, n'y tenant plus, elle laissa échapper un cri. Elle ne pouvait pas faire ça. En posant les yeux sur Marie, Kyros reste sans voix. C'est comme si elle renaissait. Tandis qu'il contemple les étoiles en sirotant son vin, il ne peut s'empêcher de se rappeler à quel point elle est magnifique. Mais Mia le ramène vite à la réalité. Marie vient de rejeter sa demande en mariage. Le souvenir le frappe comme un coup en plein cœur, et Kyros s'effondre sur la table, en larmes, incapable de l'entendre une seconde fois. Mia insiste pourtant. C'est son devoir de lui dire la vérité. Elle ajoute qu'il a fait sa demande à la mauvaise sœur, ce soir-là. C'est vrai. Ce soir-là était l'anniversaire de Marie, et personne n'aurait deviné que la jeune fille assise discrètement dans l'ombre était la fêtée. Le père de Kyros, le comte Alfred Granado, avait 2 épouses.
Enfant, Kyros et une autre fillette partageaient des histoires, pendant que des voix résonnaient dans les couloirs. 6 disputes provenaient des femmes du comte. Son épouse officielle, Lady Laura, était une noble de naissance, tandis que sa concubine, Liu Liu, était une voyageuse hypsandrine. C'était elle, la mère de Kyros. Un jour, alors qu'il poursuivait des papillons dans le jardin, le jeune Kyros trébucha et tomba à genoux. Il se mit à pleurer bruyamment jusqu'à ce que Lady Laura s'approche et lui offre un morceau de pâtisserie sucrée. Dès la première bouchée, Kyros retrouva le sourire. Laura lui avoua qu'elle l'avait cuite elle-même. Elle se moqua doucement de lui pour lui avoir fait confiance si facilement, mais Kyros était bien trop absorbé par la saveur pour s'en soucier. Quand elle lui demanda quels autres desserts il aimait, il lui énuméra ses préférés avec enthousiasme. Laura confia qu'elle aussi adorait les sucreries et que les préparer l'aidait à oublier les choses désagréables. Avant de partir, elle lui promit de lui faire des biscuits au chocolat la prochaine fois, et Kyros attendit ce moment avec une joie innocente. Une nuit, au palais, le comte Alfred Granado convoqua Liu Liu et Kyros pour un entretien privé. Bien que Lady Laura fût son épouse officielle, tous ses enfants étaient des filles. Cela signifiait que seul Kyros, fils de la concubine Liu Liu, pouvait hériter du duché. Liu Liu et Kyros furent stupéfaits par cette déclaration, mais celle qui fut la plus bouleversée, c'était Lady Laura, qui écoutait en silence de l'autre côté de la porte. Puis, une nuit pleine de tristesse, un cri de désespoir retentit dans tout le château. Kyros accourut vers l'origine du bruit, pour trouver toutes ses sœurs rassemblées autour de Lady Laura, étendues sans vie au sol, des biscuits à moitié entamés encore dans la main. Dans le panier de friandises, on retrouva une petite fiole de poison. La scène laissa Kyros pétrifié. La femme qui lui avait offert tant de douceur avait choisi de mourir de son propre gré. Par la suite, Liu Liu se vit proposer le titre d'épouse officielle, mais elle refusa. Elle préféra quitter le duché, emmenant Kyros avec elle. Au fil des années, Kyros obtint le titre de comte par ses propres mérites. Pourtant, Kyros n'éprouvait aucune affection pour la haute société. Il évitait les rassemblements mondains, rejetait les propositions de mariage des filles de nobles et déchirait sans hésiter toute invitation portant le nom d'une vieille famille. Et pourtant, ce soir-là, Kyros fit une apparition rare à l'un de ces bals aristocratiques. Louis et son ami se moquèrent gentiment de lui pour s'être enfin montré, mais Kyros leur rappela qu'il n'était venu que parce que Louis l'avait invité en personne. Au fil de la conversation, Louis lui tendit négligemment une invitation. Celle-ci émanait d'un baron de province. Apparemment, ce baron avait envoyé une invitation à tous les nobles célibataires. Tout le monde savait que la famille Chatterine traversait de grandes difficultés financières. Il était évident que cette soi-disant fête d'anniversaire n'était qu'un prétexte pour mettre en valeur la fille du baron dans l'espoir de lui trouver un mari. Kyros trouva la manœuvre de mauvais goût, mais des rumeurs circulaient. La fille du baron serait d'une beauté rare. Louis, déjà fiancé, n'avait aucune intention d'y aller. Kyros, quant à lui, était libre d'y assister, mais choisit de ne pas s'y rendre. Alors qu'il réfléchissait, une femme blonde s'approcha de lui avec une assiette de douceur. Il accepta un gâteau, mais la jeune femme devint aussitôt timide et se retira rapidement. Kyros savait qu'il plaisait aux femmes, mais uniquement à cause de son titre et de sa fortune. Au fond de lui, il savait que ces femmes méprisaient ses origines. La plupart des filles nobles considéraient Hypsandros comme une terre de barbares, et les murmures qui résonnaient dans les grands couloirs ne faisaient que confirmer cette hostilité. Louis, bien qu'il comprenne sa situation, rappela à Kyros qu'il ne pouvait pas rester célibataire éternellement. Sans épouse, il n'y aurait personne pour prolonger la lignée du duc. En s'éloignant, Louis déclara qu'il avait hâte de voir la femme qui réussirait enfin à toucher le cœur de Kyros. Mais ce dernier doutait qu'une telle femme existe. Et pourtant, les paroles de Louis restèrent dans son esprit. Jetant un œil à l'invitation restée sur la table, Kyros commença à y repenser. Peut-être que la fille d'une famille en difficulté serait un choix pratique. S'il devait s'agir d'un mariage de convenance, autant choisir quelqu'un de facile à gérer. Jamais Kyros n'aurait cru tomber amoureux, jusqu'à cette nuit-là. La fascination de Marie pour la culture hypsandrine l'avait totalement désarmé. Il était tombé amoureux d'elle, et pourtant, il l'avait laissée lui échapper. Lors de la réception,
il repéra le baron Chadrine, occupé à divertir les autres nobles. Quand Quiro demanda des nouvelles de la fille du baron, on lui désigna une jeune fille blonde, la vedette incontestée de la soirée. On lui apprit que le baron avait 2 filles, l'aînée, Anastasia, et la cadette, Marie. Mais ce soir-là, c'était l'anniversaire de Marie. Si la jeune fille au centre de l'attention était celle qu'on lui avait présentée comme la vedette, alors la fille discrète avec qui il avait parlé ne pouvait être qu'Anastasia. Pris d'un doute fulgurant, Quiros s'élança à travers le domaine, fouillant chaque couloir, chaque jardin, mais peu importe la distance parcourue ou la vitesse de sa course, elle restait introuvable. Alors, convaincu de son erreur, Quiros rédigea une lettre officielle demandant la main de la fille aînée du baron Chadrine, Anastasia. Lorsqu'il reçut une réponse favorable, il ne ménagea aucune dépense pour préparer son arrivée. Bijoux, robes, servantes et même un coussin d'étreinte pour 6 nuits sans repos. Il était enthousiaste, presque désespéré, à l'idée d'offrir à sa fiancée la vie idéale. Mais le destin frappa durement. On lui annonça que le carrosse de la jeune femme s'était renversé. Son cœur se brisa. C'est alors que la vérité éclata. La femme qu'il avait rencontrée ce soir-là, celle qu'il avait prise pour Anastasia, était en réalité Marie, la cadette aux cheveux sombres. Revenons au présent. Mio essaie encore de sortir Quiros de sa mélancolie. Il grimace. Il préférerait ne pas entendre tout cela à voix haute, mais Mio n'abandonne pas. Elle lui rappelle comment il a tourné le dos à Marie lorsqu'elle est arrivée au château, métamorphosée. Pire encore, dès son premier jour au château, il avait ordonné qu'on la renvoie. Aux yeux de Marie, Quiros devait sembler écœuré. Pas étonnant qu'elle pense qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle. Quiro espère que dissiper ce malentendu suffira à arranger les choses, et Mio est d'accord. Après tout, c'est lui, et lui seul qui est amoureux ici. Ensemble, ils se dirigent vers les appartements de Marie, espérant cette fois apercevoir un sourire sur son visage. Dans sa chambre, Marie contemple son reflet, encore abasourdi par sa transformation. Ses vêtements en lambeaux et ses cheveux en bataille ont laissé place à une apparence presque méconnaissable du jour au lendemain. 6 pensées s'éparpillent quand on frappe à la porte. Lorsque Mio et Quiros entrent, Marie baisse aussitôt la tête en signe d'excuse. Elle avoue qu'elle a paniqué à la suite de la demande soudaine et qu'elle s'est comportée de façon inappropriée. Mais Quiros ne comprend pas pourquoi elle ressent le besoin de s'excuser. Il lui dit fermement d'arrêter de s'incliner. Quand elle relève le visage, Quiros la voit clairement et rougit aussitôt. Mio lui écrase discrètement le pied pour le ramener à la réalité. Avec un souffle maîtrisé, Quiros aborde enfin le malentendu. Il assure à Marie qu'il ne la déteste pas, loin de là. En fait, il croit sincèrement qu'elle est venue au château de son plein gré. Malgré la confusion et la manière dont tout a commencé, ses sentiments sont sincères. Il veut qu'elle devienne son épouse. À la grande surprise de Quiros, Marie change aussitôt sa réponse. Elle explique que si elle a refusé auparavant, c'était uniquement à cause du choc. Elle était si bouleversée qu'elle n'a pas su comment répondre correctement. Elle n'avait jamais eu l'intention de le rejeter. Et en vérité, elle avait compris la situation depuis le début. Marie sait très bien comment fonctionnent ces choses-là. Elle sait que Quiros doit épouser une femme noble, et elle imagine combien cela a dû être difficile. Dans son esprit, ce mariage a toujours été un mariage de convenance, et Quiros a sûrement succombé au charme d'Anastasia, la belle. Mais maintenant, à cause de l'accident, le fardeau retombe sur elle. Marie, la cadette inutile. Elle accepte sa place, allant même jusqu'à dire à Quiros qu'il peut la traiter comme il l'entend. Quiros est bouleversé par tant d'autodépréciation et tente de s'expliquer. Il est vrai qu'il cherchait à l'origine une union politique, mais ses sentiments ont changé. La lettre qu'il a envoyée, bien qu'adressée à Anastasia, avait été écrite avec sincérité. Marie hoche la tête, affirmant que ses sentiments pour Anastasia étaient évidents, et c'est justement ceux qui l'a poussé à tout mal interpréter. Quiros veut poursuivre, mais la cloche sonne, annonçant l'heure du dîner, interrompant ainsi leur échange. À cet instant précis, le ventre de Marie laisse échapper un grondement sonore, brisant la tension. À table, dès la première bouchée, Marie est surprise par le goût. Le repas n'a rien à voir avec les mets modestes auxquels elle est habituée. Mais avant qu'elle ne puisse faire un commentaire, Quiros repose ses couverts. Il ne peut plus attendre. Il explique que la lettre n'était pas destinée à Anastasia par choix. Il avait simplement confondu les prénoms. Celle qu'il voulait épouser,
C'était Marie, la jeune fille qu'il avait rencontrée dans le jardin cette nuit-là. Marie tente de répondre avec politesse, mais Kiros voit bien qu'elle ne le croit pas. Elle pense qu'il cherche seulement à ménager ses sentiments, et cela le frustre profondément. Au fond d'elle-même, Marie est persuadée que Kiros ne l'épouse que par obligation. Tôt ou tard, elle se dit qu'il prendra une concubine et qu'elle retournera à sa vie d'avant. Mais cela ne la dérange pas. Elle a vécu ainsi auparavant. Elle peut le faire encore. Lorsqu'ils prennent le thé, Kiros finit par lui avouer doucement qu'il l'aime. Marie trouve cette idée absurde et reste silencieuse. Son absence de réaction le déstabilise, mais il insiste. Peu importe ce qu'elle ressent à présent, les fiançailles auront lieu. La cérémonie est prévue dans 3 mois et il lui promet de s'occuper de tout. Avant que Kiros ne puisse partir, Marie exprime le souhait de retourner chez elle une dernière fois avant les fiançailles. Elle explique que son père ne croit pas vraiment à cet engagement. Pour lui, elle n'est là que pour offrir un moment de réconfort à Kiros avant d'être rejetée comme si de rien n'était. Marie veut donc rentrer chez elle pour entendre les dernières instructions que sa famille pourrait encore lui donner. Cette demande ne fait qu'irriter davantage Kiros, qui lui répond qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. Peu de temps après, Mio arrive avec une nouvelle. Marie n'a pas l'autorisation de retourner chez elle. Et si un membre de sa famille souhaite lui rendre visite, il devra d'abord obtenir l'approbation de Kiros. Puis, d'une voix douce, Mio ose enfin poser la question qu'elle retenait depuis longtemps. Pourquoi Marie croit-elle qu'elle est laide ? Après un silence, Marie se souvient de ces moments où ses parents l'obligeaient à se regarder dans le miroir, toujours vêtue de haillons, les cheveux défaits. Touchée par son histoire, Mio lui prend les mains et l'encourage à affronter son reflet, à voir son vrai visage. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Marie contemple son reflet et repense aux paroles de Mio. Mais au fond d'elle, elle croit que le vrai, elle, est quelqu'un qu'elle n'a jamais vraiment vu. Elle s'assoit au bord du lit, et son expression change aussitôt lorsqu'elle s'enfonce dans la douceur moelleuse des draps de luxe. Allongée, elle fixe le plafond avec émerveillement. Tout lui semble irréel, le palais, les vêtements raffinés, les servantes, et ce conte élégant auquel elle est désormais promise. C'est comme un rêve éphémère, et elle a peur qu'il disparaisse dès qu'elle ouvrira les yeux. Elle tente de s'endormir, mais les paroles du conte plutôt ne cessent de lui revenir en tête. Même si ce n'est qu'un rêve, elle souhaite qu'il dure encore un peu. Au matin, son corps agit par instinct. Elle s'apprête à allumer le poêle, réveiller la maison et commencer les corvées. Mais c'est la lumière dorée du jour qui l'accueille à la place. Croyant encore rêver, elle referme les yeux, jusqu'à ce que la voix de Mio l'appelant de l'extérieur ne la ramène à la réalité. Mio entre dans la chambre de Marie accompagnée de 2 servantes. Lorsque les jeunes femmes s'inclinent pour la saluer, Marie, par réflexe, s'incline encore plus bas. Mio lui rappelle doucement qu'elle peut être à l'aise maintenant. Désormais, en tant que fiancée officielle du comte, elles s'occuperont de tous ses besoins au quotidien. Anna et Lisa s'avancèrent pour se présenter à Marie, tandis que Mio lui expliquait qu'elle l'accompagnerait lorsque Mio serait indisponible. La situation semblait encore irréelle pour Marie. Avoir 2 assistantes à son service dépassait de loin tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Pourtant, elle serra discrètement le tissu de sa jupe et s'inclina avec douceur pour exprimer sa gratitude. Les 2 femmes échangèrent un regard discret, comme si elles évaluaient silencieusement son comportement. Pour briser ce moment pesant, Marie demanda doucement d'où elles venaient. Elles lui expliquèrent qu'elles étaient toutes 2 originaires de la capitale royale, qu'elles avaient servi au palais et qu'elles avaient été recommandées par nul autre que le 3e prince lui-même. Quelque chose dans leur manière raffinée rappelait à Marie ses propres parents. Heureusement, Mio l'interpella à ce moment-là, la ramenant doucement au présent, et lui demanda si elle était prête pour le petit déjeuner. Dès que Marie s'assit à table, elle fut stupéfaite par le festin qui s'étalait devant elle. Mio commença à lui présenter chaque plat, et Marie remarqua rapidement la variété de viandes animales qui composaient le repas. Il les avait préparées de tant de façons, simplement pour découvrir ce qu'elle pourrait préférer. Face à son hésitation, Mio la rassura doucement. Elle était libre de laisser de côté tout ce qui ne lui plaisait pas et de ne manger que ce qui lui faisait envie. Rassurée, Marie proposa alors de partager son repas avec Mio, mais celle-ci refusa poliment, expliquant qu'il était interdit aux assistantes de manger avec leur maîtresse. N'ayant pas d'autre choix, Marie commença à goûter. À sa grande surprise, tout était absolument délicieux, et sans même s'en rendre compte, elle se mit à manger avec entrain.
Les assiettes se vidaient les unes après les autres. Même lorsqu'elle commença à se sentir rassasiée, elle continua. Mio l'encouragea doucement à s'arrêter si elle était pleine, mais Marie insista. Tout était bien trop bon pour en laisser une miette. Finalement, son estomac céda. Elle ne pouvait plus avaler une bouchée de plus. Mio débarrassa la table en silence, tandis que Marie ne pouvait qu'éprouver du regret devant tout ce qui restait. Leur prochaine étape était une visite du palais. Mais avant cela, Mio conduisit Marie à la garde-robe pour qu'elle puisse se changer. Lorsqu'elle ouvrit les portes, Marie resta bouche bée devant le nombre de robes et de chaussures. Elle plaisanta en disant qu'elle n'avait qu'un seul corps et qu'elle ne pourrait jamais tout porter. Mio lui expliqua que la garde-robe comprenait des tenues pour toutes les saisons et occasions. Mais lorsqu'on lui demanda de faire un choix, Marie se sentit submergée face à des centaines d'options. Finalement, ce fut Mio qui sélectionna une robe douce et élégante pour elle. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs, Mio entreprit de lui raconter brièvement l'histoire du domaine. Le château de Granada avait été à l'origine construit comme forteresse frontalière, afin de protéger le royaume. Après la guerre, la famille obtint le titre de duc et administra dès lors ses propres terres. Bien qu'ils soient liés à la famille royale, ils ne font pas partie de la lignée successorale. Aujourd'hui, le château est principalement utilisé pour des événements officiels. Leur prochaine étape est la maison de maître où Marie résidera désormais. En franchissant une grande porte, un magnifique jardin paysager s'offre à ses yeux. Mio lui explique que le manoir a été construit par la duchesse Liu Liu elle-même. Le rez-de-chaussée abrite la cuisine, les chambres du personnel résident, ainsi que des appartements privés réservés à la famille de la duchesse et aux invités de marque. Au cours de leur visite, elle croise Thomas dans le couloir. Marie s'incline rapidement et s'excuse pour le comportement de son père lors de leur première rencontre, mais Thomas balaie cela d'un geste, comme si ce n'était rien. Ils se présentent officiellement et Marie reconnaît aussitôt son nom. C'est celui du héros légendaire qui découvrit Liu d'Irlande. À sa grande surprise, Thomas le confirme en ajoutant qu'il vit en réalité sur cette île. Mais avant qu'il ne s'approche davantage, Mio l'écarte vivement d'un geste sec, sans la moindre hésitation. Elle le met en garde d'un ton ferme. Il est interdit de toucher à la fiancée du duc. Thomas s'excuse aussitôt, visiblement pris de court. Alors que Marie observe les lieux, une question lui vient. Kéros commerce-t-il avec d'autres pays à travers le monde? Mio lui explique que ses affaires se concentrent principalement à l'intérieur du royaume d'Ipsandros. Marie avait posé la question en voyant tous ces objets artisanaux d'origines diverses disséminés dans le manoir. Elle pensait qu'ils appartenaient à Kéros. Mais Mio précise qu'ils appartiennent au personnel, dont la plupart viennent de différentes régions. Selon elle, Kéros emploie des gens sans se soucier de leurs origines. C'est d'ailleurs pour cela que le personnel lui reste aussi fidèle. Curieuse, Marie suppose que Mio est elle aussi originaire de la capitale royale. Mais Mio révèle calmement qu'elle a été abandonnée enfant, trouvée au bord d'une route. Marie exprime un léger regret, mais Mio lui adresse un sourire paisible, balayant l'émotion d'un ton doux. Il n'y a aucune raison de s'apitoyer. Sa vie a été heureuse malgré tout. Elle explique que de nombreuses personnes au manoir viennent de parcours très différents, contrairement à Hannah et Lisa, qui sont habituées au code de la noblesse, et donc mieux préparées à servir comme dames de compagnie. Malgré cela, Marie sent naître en elle un intérêt sincère pour les récits venus d'ailleurs. Elle garde toutefois cette pensée pour elle-même, se contentant de remercier Mio avec sincérité. Ce soir-là, Lisa lui apporte le thé de l'après-midi. Par habitude, Marie demande un peu de lait pour l'accompagner, mais Lisa et Hannah lui répondent doucement que cela gâcherait les saveurs subtiles du mélange choisi. Bien que leurs paroles soient polies, Marie sent bien la désapprobation qui se cache derrière. Un peu mal à l'aise, elle met de côté ses préférences et boit le thé tel quel. Plus tard, alors qu'elle sombre doucement dans le sommeil, ses pensées vagabondent vers Kiro. Elle se demande s'il est encore occupé. Et en effet, dans une contrée lointaine, Kyros voyage dans sa calèche, pensant lui aussi à Marie. Alors qu'il se perd dans ses pensées, son cocher lui rappelle l'emploi du temps chargé du lendemain. Poussant un soupir, Kyros se demande quand il pourra enfin rentrer chez lui. Quelques jours passent, et Marie savoure un nouveau petit déjeuner copieux. Croquant dans des légumes frais, juteux et croquants, elle demande à Mio d'où proviennent des produits aussi savoureux. À sa grande surprise, Mio lui révèle que les légumes sont cultivés juste là, dans le jardin de la cour intérieure. Intriguée,
Marie exprime son envie de visiter le potager. Cependant, comme Mio sera occupée à préparer le retour du duc, elle lui propose d'y aller avec Anna et Lisa. D'abord hésitante, Marie y voit finalement une occasion d'apprendre à mieux connaître les deux jeunes femmes. Plus tard dans la journée, elle se rend au jardin potager, où elle fait la rencontre du jardinier, Johann. Curieuse, elle l'interroge sur ses méthodes de plantation et Johann lui répond avec entrain à chaque question. Voyant son enthousiasme, il lui demande si elle jardine elle aussi. Marie lui confie qu'elle cultivait et vendait des légumes chez elle pour aider sa famille à survivre. Elle admet cependant avoir eu du mal avec les tomates. Impressionnée par la réussite de Johann, elle lui demande comment il s'y prend. À cela, Johann l'invite à le suivre. Alors qu'elle commence à lui emboîter le pas, Marie entend Anna et Lisa chuchoter derrière elle, leur regard fixé sur ses pas dans la terre nue. Elle est convaincue qu'elle se moque d'elle, de sa manière d'agir. Peut-être le mérite-t-elle, pense-t-elle. Mais Monsieur Johann, lui, ne le mérite certainement pas. Elle hésite, baissant les yeux vers ses chaussures. Élégantes et neuves, un cadeau du comte. L'idée de les salir la retient. Cette nuit-là, Marie est allongée dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Agitée, elle décide de faire une promenade silencieuse dans le palais. En passant devant la salle à manger, elle remarque que les lumières sont encore allumées. Curieuse, elle jette un œil à l'intérieur et est surprise d'y voir Kira. Il vient tout juste d'arriver, ayant manqué le dîner, et s'apprête à manger. L'apercevant, il tire une chaise et l'invite à se joindre à lui. Ils entament une conversation douce au sujet de son séjour jusqu'à présent, mais celle-ci est vite interrompue par Mio. Derrière elle se tient une silhouette timide qui tente de se dissimuler. Tapo, le chef du palais. Tapo, visiblement nerveux, présente un plat, une soupe chaude au poulet. Le visage de Marie s'illumine aussitôt. Kiros lui demande de servir également une portion pour Marie. Dès la première bouchée, Marie ne tarit pas d'éloges sur la soupe, ajoutant que tous les repas du palais sont absolument délicieux. À sa grande surprise, Tapo éclate soudainement en sanglots, affirmant qu'il n'y a pas besoin de flatterie. Après tout, dit-il, elle ne termine jamais ses plats, peu importe les efforts qu'il y met. Kiros se tourne alors vers Mio pour lui demander si Marie n'aime vraiment pas les repas du palais. D'un ton calme, Mio répond que Marie donne souvent des réponses évasives. Troublée, Marie s'empresse de clarifier la situation. Ce n'est pas une question de goût. Elle se rassasie vite et se sent même coupable du gaspillage que cela engendre. En entendant cela, Tapo devient encore plus émue, profondément touchée par le fait qu'elle apprécie réellement sa cuisine. Mio, imperturbable, annonce d'un ton posé qu'elle va préparer le thé pour accompagner leur dessert. Kiros rassure Marie, expliquant que Tapo est simplement un peu trop prompt à verser des larmes. Souhaitant se faire pardonner, Tapo décide alors de leur préparer un dessert spécial. Quelques instants plus tard, il revient avec une tarte aux pommes toute fraîche. Marie se dit qu'au fond, si Tapo se vexe autant quand on ne finit pas son assiette, c'est sans doute parce qu'il pense que tout le monde mange comme lui. Elle échange un regard avec Kiros et tous deux invitent Tapo à se joindre à eux. Au final, leurs assiettes sont vides et brillantes. Tapo, qui a mangé la moitié de la tarte à lui seul, finit par les remercier joyeusement avant de prendre congé pour la nuit. Restée seule, Kiros s'excuse doucement auprès de Marie de l'avoir placée dans une situation où elle doit toujours penser aux autres avant elle-même. Il lui demande ensuite si quelque chose d'autre lui pèse. Marie nie poliment, mais Kiros mentionne alors Anna et Lisa. Marie hésite, puis affirme qu'elle s'occupe bien d'elle. Kiros, cependant, perçoit ce que ces mots ne disent pas. À ses yeux, en tant que future duchesse, elle mérite d'avoir des personnes réellement adaptées pour la servir. Il lui dit qu'elle n'a pas à faire semblant d'être satisfaite de ce qui la dérange clairement. Au contraire, il l'encourage à être honnête et à exprimer tout inconfort qu'elle pourrait ressentir. Si Marie n'exprime jamais ses préférences, c'est parce qu'elle a appris à se contenter de ce qu'on lui donne. Pour elle, cela a toujours suffi. Elle ne veut pas gaspiller la générosité du comte en réclamant davantage. Mais Kiro, d'une voix douce, lui promet qu'il lui offrira tout ce qu'elle désire. Ces mots simples brisent quelque chose en elle. Leur moment de calme est bientôt interrompu par l'arrivée de Mio, qui apporte le thé accompagné d'un énorme tas de CE qui semble être de la purée. Ils pensent d'abord que c'est pour eux, mais Mio s'en empare aussitôt. C'est son encas de minuit. Devant eux, 2 petites théières empilées sur un réchaud
diffusent une chaleur tranquille. Kyros explique qu'il s'agit d'un astérisque Schadenlick astérisque, un ustensile traditionnel utilisé pour préparer le thé ipsandrosien. Le feu chauffe les 2 théières à la fois. Une fois l'eau bouillante, on la verse sur les feuilles de thé dans la théière du dessus, puis on replace l'ensemble sur le feu. Après un moment, le thé infusé est versé dans les tasses, puis dilué avec l'eau chaude de la théière inférieure, selon les goûts de chacun. En attendant que le thé soit prêt, Kyros demande à Marie de lui parler un peu d'elle, mais elle n'a rien à raconter. Son esprit semble vide, jusqu'à ce qu'elle se souvienne d'un jeu auquel elle jouait avec sa sœur, les chaînes de mots. C'est tout ce qu'elle parvient à dire. Kyros propose alors de modifier un peu les règles. Plutôt que de choisir des mots au hasard, ils ne diront que des choses qu'ils aiment. Ils commencent le jeu avec le mot « Marie », mais elle insiste pour débuter par la lettre A. Il obtempère et dit alors « Tarte aux pommes ». Avec la lettre E, Marie répond « Histoires excitantes d'Ipsandros », une expression qui retient l'attention de Kyros. C'est exactement ce qu'elle avait dit lors de leur toute première rencontre. Ils poursuivent le jeu, chacun nommant à son tour ceux qu'il aime. Kyros mentionne surtout des sucreries, tandis que Marie énumère des produits agricoles, pratiques et communs dans leur économie. Mais lorsqu'arrive la lettre K, elle dit instinctivement « Kyros », puis se ravise aussitôt, prétendant qu'elle voulait dire « kiss ». Kyros semble comprendre le lapsus, mais il n'en fait rien, se contentant de sourire d'un air complice avant de poursuivre le jeu, la taquinant de temps à autre en répétant son nom, ce qui fait rougir Marie. Finalement, Mio revient dans la pièce et les surprend toujours en train de jouer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendent compte que la flamme s'est éteinte depuis longtemps et que les feuilles de thé ont complètement brûlé. Ils essaient tout de même d'en boire, mais le goût est affreux. Kyros ordonne à Mio d'adoucir le tout avec du lait et du sucre, mais celle-ci répond d'un ton accablé que tous les deux débordent déjà bien assez de douceur, laissant Kyros et Marie interdits et silencieux, les joues en feu. Alors que Marie s'apprête à sombrer dans le sommeil, ses pensées la retiennent, et les souvenirs refont surface. Elle repense à la manière dont elle n'a été qu'un simple substitut pour les fiançailles de sa sœur, à la cruauté de Anna et Lisa à son égard. Et pourtant, Kyros, lui, semble sincèrement vouloir la connaître. Pendant ce temps, dans ces quartiers, Kyros est allongé sur son lit, enfoui dans son oreiller, perdu dans ses pensées qui tournent entièrement autour de Marie. C'est alors que Mio entre discrètement et le surprend dans cette position. Pris au dépourvu, Kyros se redresse rapidement, tentant de retrouver un semblant de contenance. Mais Mio se contente de lui demander calmement ce qu'il ressent après plusieurs jours sans avoir vu Marie. À sa grande surprise, le comte répond sans détour qu'il aime Marie, qu'il la trouve vraiment magnifique. Une déclaration qui ne fait qu'exaspérer davantage Mio. Elle se remémore alors les instructions qu'il lui a données il y a 5 jours. Offrir à Marie l'hospitalité la plus raffinée, lui donner tout ce qu'elle mérite. Kyros est convaincu que Marie n'a jamais été bien traitée dans son propre foyer. Il souhaite désormais l'entourer de tous les luxes possibles. Mais malgré tous ses efforts, Marie continue de fuir ce confort. C'est alors que Mio décide de partager un peu de sa propre histoire. Abandonnée enfant, elle a eu la chance d'être recueillie et élevée par Liu Liu. Au fil des années, elle a travaillé dur jusqu'à devenir la chambellan en chef du château de Granova, un poste bien au-dessus de sa condition d'origine. Pour cela, elle exprime une profonde gratitude envers Kyros, reconnaissant que sa générosité a bouleversé sa vie. Kyros, un peu perdu, lui demande ce qu'elle essaie de lui faire comprendre. Mio explique alors qu'elle peut comprendre ce que ressent Marie. Passer d'une vie d'oppression à un monde de noblesse est une transition bouleversante. Marie ne sait peut-être pas encore comment se positionner, tout comme elle à l'époque. Elle aussi avait peur que tout cela disparaisse un jour. Kyros lui assure avec fermeté que rien ne disparaîtra. Marie est parfaite telle qu'elle est, tout comme Mio l'est dans son rôle de chambellan en chef, et Liu Liu la considère comme sa propre fille. Ces paroles touchent Mio en plein cœur. Elle le remercie sincèrement pour sa capacité à reconnaître la valeur des gens et des choses. Mais le ton de Kyros change soudainement lorsqu'il évoque son voyage d'affaires prévu pour le lendemain. Il demande à Mio d'user de son bon jugement pour veiller au bien-être de Marie durant son absence. Même dans les moments sérieux, Kyros ne peut s'empêcher de laisser transparaître son affection débordante pour Marie.
il se remet à vanter ses qualités, tout en serrant son oreiller contre lui et en se roulant d'un côté à l'autre sur le lit, complètement attendri. Mio le salue avant de refermer la porte de sa chambre, mais son esprit est déjà ailleurs. Elle a désormais l'autorisation d'agir sur les affaires de personnel, et elle compte bien en... Le lendemain, un repas est servi à Marie. Moins copieux que d'habitude, il est pourtant parfaitement portionné. À son grand soulagement, elle le termine sans difficulté, se sentant enfin rassasiée. Alors qu'elle savoure tranquillement son thé, Mio la rejoint, et le cœur de Marie s'allège. Depuis longtemps, elle espérait partager un moment comme celui-ci avec elle. C'est alors qu'elle comprend que si Mio est là, Kiros a probablement déjà quitté le domaine. Mais Mio Bacalme l'informe que Anna et Lisa ont été assignées au service du maître, ce qui lui permet de se consacrer entièrement à Marie. Alors que ses pensées s'éparpillent, Tapo entre, portant un plateau. Il présente un pudding blanc délicat, fait d'amandes et de lait frais, et en propose également une assiette à Mio. Elles goûtent ensemble et s'immobilisent aussitôt, stupéfaites. Tout joyeux, Tapo s'exclame qu'il en préparera pour tout le royaume, mais Marie l'interrompt rapidement, suggérant que Anna et Lisa pourraient ne pas aimer le lait. Ce détail attire immédiatement l'attention de Mio, qui lui demande calmement pourquoi elle pense cela. Marie, sans se douter de rien, raconte innocemment qu'un jour, alors qu'elle avait demandé du lait pour son thé, Anna et Lisa avaient refusé. À mesure que Marie parle, l'expression de Mio se durcit. Plus tard, alors qu'elle se promène dans le couloir en bavardant tranquillement, Thomas s'approche, portant une boîte adressée à Marie, envoyée par la maison Chattering. En entendant cela, Mio le réprimande aussitôt, lui rappelant que toutes les livraisons doivent d'abord être inspectées. Pris de panique, Thomas laisse tomber la boîte, répandant son contenu au sol. Mio lui demande pourquoi elle n'en a pas été informée avant. Thomas explique que Anna et Lisa l'avaient déjà vérifié. En regardant les objets éparpillés, Marie remarque une lettre de sa mère et des effets personnels de sa vie passée. Des choses qui lui étaient destinées, dans l'idée qu'elle ne serait jamais qu'une simple servante dans la demeure du comte. À cet instant, Mio comprend. Anna et Lisa ont fait cela pour humilier Marie. Furieuse, elle se dirige vers le son d'un rire moqueur qui résonne non loin. Pendant que Thomas balbutie des excuses, Marie s'agenouille silencieusement, rassemblant les pages déchirées de son histoire précieuse, Red Ravity Cat, espérant pouvoir la reconstituer. Des mois plus tard, Mio revient dans la pièce, furibonde, traînant Anna et Lisa avec elle avant de les jeter au sol sans la moindre hésitation. Les deux femmes, furieuses, la fusillent du regard et ricanent avec mépris, se moquant de son simple statut de servante. Elles se vantent avec arrogance d'être désormais au service du prince au palais et d'avoir été personnellement recommandées par le prince Louis lui-même. Bien que Mio porte le titre de chambellan en chef de Granado, les insultes ne cessent de pleuvoir. Pire encore, elles s'intensifient. Anna et Lisa s'en prennent maintenant à Marie, la traitant de barbare tout en se moquant cruellement de Mio, qu'elle qualifie d'enfant abandonné. Mais leurs paroles franchissent la limite. Le regard de Mio s'assombrit, tranchant, et d'un ton glacial, elle les traite de stupides. Anna, folle de rage, se jette sur elle. Sans effort, Mio esquive et contre-attaque d'un mouvement éclair, projetant Anna au sol. Dans le même élan, elle se tourne vers Lisa et lui inflige la même punition, nette et rapide. Thomas, encore secoué, s'excuse une nouvelle fois pour tout ce désordre. Mais Marie le rassure d'un sourire et lui demande simplement du fil et des ciseaux. Elle compte réparer ses affaires elle-même. Plus tard dans la journée, Marie rend visite à Johann dans le jardin, vêtue cette fois d'une tenue bien plus adaptée au travail de la terre. Johann, égal à lui-même, l'accueille chaleureusement et accepte avec plaisir qu'elle se joigne à lui. Ensemble, ils se mettent à l'ouvrage et Marie s'agenouille pour planter des semis avec soin. Ce geste fait remonter des souvenirs. Elle faisait cela autrefois pour sa famille. Mais, contrairement à cette époque, cela ne ressemble plus à une corvée. Au contraire, elle éprouve une véritable joie à cultiver la terre, à faire pousser des légumes. Elle se sent à sa place. Alors qu'ils travaillent côte à côte, Johann lui présente ses excuses pour l'avoir évité lors de leur première rencontre. Il explique qu'il ne voulait pas lui causer d'ennui, n'étant qu'un simple serviteur, et surtout, un étranger. Mais Marie balaie ses inquiétudes d'un ton sincère. Elle lui assure qu'elle ne prête aucune importance à ces choses-là. À ses yeux,
Chacun ici, au château, est un membre de sa famille. Johann sourit, se rappelant que le comte Quirós parle souvent de la même façon. Alors qu'ils s'affairent encore au jardin, Thomas arrive en courant pour prévenir Marie. Quirós est sur le point de partir. Surprise, elle se précipite pour lui dire au revoir, mais le trouve visiblement épuisé, sans doute d'avoir passé la nuit à penser à elle. Après quelques mots échangés, Mio intervient, suggérant avec fermeté à Quirós de renvoyer Anna et Lisa au palais. Furieuses, les deux femmes s'écrient aussitôt, scandalisées. Elles rappellent qu'elles ont été personnellement recommandées et vont même jusqu'à affirmer que le prince Louis-Fan lui-même leur a laissé entendre qu'elle pourrait devenir concubine du comte. Elles accusent Marie d'avoir tout gâché, la couvrant d'insultes, la qualifiant de simple remplaçante d'une morte et allant jusqu'à traiter Quirós de risée pour être resté auprès d'elle. Mais l'insulte de trop tombe quand elle qualifie Marie de laide. C'est alors que Quirós intervient, le ton sec et chargé de colère. Il les rabroue sévèrement, déclarant qu'aucune d'elles ne possède ne serait-ce qu'une seule qualité capable de le faire tomber amoureux, contrairement à Marie. Les mots de Quirós les humilient profondément. Sans la moindre hésitation, il ordonne qu'Anna et Lisa soient immédiatement emmenées. Une fois les deux femmes éloignées, le calme revient. Marie et Quirós se retrouvent seuls dans le jardin, partageant un moment de silence, paisible et chargé d'émotions. Quirós se penche doucement, cueille une fleur délicate et la glisse tendrement derrière l'oreille de Marie. Son regard reste fixé sur elle tandis qu'il égrène ses compliments avec douceur. Ses cheveux rouges éclatants, ses yeux lumineux, son savoir, sa curiosité et même son sourire chaleureux. À ses yeux, tout en elle est fascinant. Pris dans l'instant, Quirós se penche lentement vers elle, comme s'il allait l'embrasser. Mais avant que leurs lèvres ne se touchent, Mio intervient, leur rappelant l'heure. Ils avaient presque oublié sa présence. Au loin, ils aperçoivent Tunica et Johann, en train d'observer la scène, visiblement amusés par ceux qu'ils viennent de voir. Le jour même, Quirós quitte le domaine en calèche pour se rendre au palais royal. Son absence durera 10 jours, au terme desquels les préparatifs pour leur Pétrofa commenceront. Alors que la calèche s'éloigne, Marie le regarde disparaître de son champ de vision, un léger malaise lui nouant le cœur, malgré les paroles rassurantes qu'il lui avait adressées plus tôt. Ce soir-là, Marie reçoit une lettre, une invitation du prince Lulifan en personne. Mais en la lisant, elle sent que le ton est bien moins courtois qu'il n'y paraît. Cela ressemble davantage à un avertissement qu'à une réelle invitation. Le message indique qu'elle est conviée à un événement spécial au palais royal, en précisant que tout a déjà été préparé en vue de sa venue. Il est même ajouté que si elle refuse, tout serait gâché, et que certains pourraient nourrir une rancune, qui durerait des générations. L'expéditeur n'est autre que le prince Lulifan, troisième prince du royaume et capitaine des chevaliers royaux. Connu pour son caractère chaleureux et son esprit ouvert, le ton soudainement autoritaire de la lettre est des plus troublants. Et le fait qu'elle arrive la veille de l'événement ne laisse aucun doute. Sa présence est obligatoire. Sous la pression, Marie se résout à y assister. Le matin suivant, une calèche royale envoyée par le prince arrive au château de Granava pour la conduire au palais. Dès qu'elle monte à bord, Marie est frappée par le luxe raffiné de l'intérieur. Pleine d'incertitude, elle se laisse emporter par le trajet. Le véhicule roule pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin sa destination. À son arrivée, Mio prend aussitôt la parole pour lui expliquer la situation. Le royaume de Diels est reconnu comme le bastion des chevaliers royaux. Marie se demande pourquoi elle a été conviée, et Mio émet une hypothèse. Cela pourrait être lié au fait que le prince Lulifan lui-même a recommandé. Alors qu'elle marche côte à côte, Mio décrit la nature excentrique du prince. Malgré son humour parfois déroutant, elle assure à Marie qu'il n'est pas une mauvaise personne. Elle traverse des rues animées, remplies de rires et de musique. Cela fait maintenant 50 ans que la guerre a pris fin et le royaume prospère dans une paix durable, vibrant de joie et de divertissement. Tout en partageant cette histoire, Mio tend à Marie une spécialité locale, une gourmandise de rue qu'elle accepte avec plaisir. En observant les festivités autour d'elle, Mio remarque que le prince Lulifan n'est nulle part en vue, ce qui pousse Marie à se demander si elle ne pourrait pas simplement profiter de la fête, puis s'éclipser discrètement. Mais Mio refuse d'y croire. Elle met Marie en garde. Louis-Fan est connu pour être imprévisible
et elle est convaincue qu'il ne s'agit que d'un piège. Marie, un peu agacée, se dit que Mio exagère peut-être un peu trop. C'est à ce moment-là que Mio aperçoit une silhouette au loin. C'est bien le prince Lelifen. Paniquée, Marie tente de distinguer sa figure parmi la foule. Mio décide d'agir immédiatement, mais avant de s'élancer, elle se tourne vers Marie avec un avertissement ferme. Lelifen est peut-être simplement en train de jouer un énième tour pour les attirer. Elle lui ordonne de ne surtout pas bouger, quoi qu'il arrive. Ces paroles laissent Marie glacée de peur. Elle promet alors de rester immobile, coûte que coûte. Mais soudain, un vendeur l'interpelle et ses yeux tombent sur une affichette. Concours d'épluchage de pommes. Intriguée, elle s'approche et déclare vouloir participer. Le vendeur, surpris, lui lance que les nobles ne touchent presque jamais un couteau. Ces mots font aussitôt écho à ceux, venimeux, de Anna et Lise dans son esprit. Elle craint que cela ne fasse de Kiro une risée, exactement comme elle l'avait prétendu. Mais le vendeur ne cède pas. Il lui tend une pomme avec fierté, expliquant qu'elle porte le sceau d'approbation des chevaliers. Encouragée par ce geste, Marie décide de relever le défi. Mais au moment où le chronomètre est sur le point de démarrer, quelqu'un lui arrache la pomme des mains. C'est le prince Lelifen. Avec un sourire espiègle, il joue avec le fruit, refusant de le lui rendre. Marie le supplie de le lui rendre, mais Lelifen se contente de croquer dedans d'un air moqueur, tandis que son visage à elle vire au rouge, entre colère et frustration. Le vendeur le gronde en plaisantant, mais quand il l'appelle Altesse, Marie se fige. C'est à cet instant qu'elle réalise. C'est bien le prince Lelifen. Mio arrive à ce moment-là, en courant, confirmant ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Lelifen n'a fait que jouer un de ses tours. Pris sur le fait, le prince finit enfin par se présenter convenablement. Il révèle non seulement qu'il est un prince, mais surtout un ami de Kiros. Et c'est là que Marie comprend. Après s'être présentée, Ruifon se promène dans le royaume en compagnie de Mio et Marie, tout en supportant les remontrances de Mio à cause de son arrivée tardive. Il s'excuse à plusieurs reprises, puis propose de les emmener au salon des nobles pour profiter d'un somptueux buffet. Mais Marie refuse poliment. Le souvenir du comportement de Anna et Lise la rend mal à l'aise face à l'étiquette aristocratique. Ruifon s'excuse à nouveau, reconnaissant son erreur d'avoir recommandé ses filles sans connaître leur véritable caractère. Marie lui explique que les environnements trop formels lui donnent de l'anxiété, ce qui pousse Ruifon à changer de programme et à lui proposer d'assister à une démonstration d'escrime. Même cette idée la déstabilise, alors Mio l'encourage à refuser si elle ne se sent pas à l'aise, soulignant que les compétitions accentuent son malaise. Frustré, Ruifon laisse échapper un soupir exaspéré. Se sentant un peu forcée, Marie finit par accepter à contre-cœur de l'accompagner. Ruifon, ravi, lui raconte comment Kiros avait autrefois complimenté son style d'escrime, ce qui détend un peu Marie, tandis que Ruifon arbore un sourire fier. À leur arrivée, les demi-finales du tournoi d'escrime s'apprêtent à commencer et la reine vibre déjà d'excitation. En attendant, Ruifon évoque avec désinvolture le concert de l'année passée, durant lequel il s'était assoupi, obligeant Kiro à le réveiller en lui tapotant le visage à plusieurs reprises. Marie trouve fascinante la manière dont il parle de Kiro avec tant d'affection. Pendant ce temps, Mio s'éclipse pour aller chercher de quoi manger pour tout le monde, même si elle et Marie ont déjà pris un repas. Lorsque les demi-finales commencent, les acclamations du public emplissent l'arène. Un chevalier en armure noire entre sur le terrain pour affronter un adversaire vêtu d'argent. Mais l'attention de Marie se détourne rapidement de la scène. Ruifon remarque son manque d'intérêt et se demande à voix haute si elle agit de la même manière avec Kiros. Marie hésite, incapable de répondre. Alors, Ruifon esquisse un léger sourire et lui confie qu'elle est différente de toutes les personnes qu'il a rencontrées jusqu'ici. Il lui raconte ensuite sa première rencontre avec Kiros, à l'époque de l'école, une rencontre qui s'était terminée par une bagarre. Bien que Kiros fût le fils d'un duc, Ruifon était de rang supérieur et n'avait pas hésité à le traiter d'imbécile pour avoir établi un système de hiérarchie aussi absurde. Puis, il lui avait donné un coup de poing au visage, mais Kiros avait riposté, et le chaos s'en était suivi. Pendant qu'il parle, le combat d'escrime prend fin rapidement. Le chevalier en armure noire l'emporte avec une aisance déconcertante. Seizgest suggère même qu'il se retenait,
ce qui amène Ruifon à penser qu'il doit être un combattant attentif et plein de considération. Ce qui surprend le plus Ruifon, cependant, c'est la réaction de Marie. Alors que les autres femmes poussent des cris d'enthousiasme, Marie, elle, reste parfaitement impassible. La force physique ne l'impressionne pas, au contraire, elle la met mal à l'aise. Ce contraste si marqué frustre Ruifon, qui se demande pourquoi Kyros aurait choisi pour fiancer quelqu'un d'aussi négative en apparence. Marie s'apprête à répondre, mais l'annonce du prochain combat interrompt ses pensées. Un autre duel commence, mettant en scène le même chevalier en armure noire. En quelques foulées à peine, il terrasse son adversaire, remportant une victoire instantanée qui déclenche une ovation dans l'arène. Pourtant, ce qui capte réellement l'attention de Marie n'est pas le triomphe du chevalier noir, mais sa bienveillance. Au lieu de réclamer son trophée, il se précipite d'abord auprès de son adversaire à terre pour s'assurer qu'il va bien. C'est à ce moment-là que Mio revient, un sac de nourriture à la main, et s'assied tranquillement à côté de Marie. Avec assurance, elle révèle que le chevalier noir n'est autre que Kyros. Ruifon met en doute son jugement, mais Mio affirme reconnaître sa façon de se déplacer et de manier l'épée. Pour en avoir le cœur net, Mio se lève soudain et hurle le nom de Kyros comme une fan surexcitée avant de disparaître aussitôt derrière les gradins. Son cri attire instantanément l'attention de toute la foule et celle de Kyros. N'ayant plus d'autre choix, le chevalier enlève son casque, confirmant les propos de Mio. Le public explose en acclamations, tandis que Kyros salue avec un profond respect. Mio explique alors que, dans le royaume de Dilt, tous les nobles de sexe masculin doivent manier l'épée au moins une fois dans leur vie, et que Kyros s'entraîne depuis son enfance, d'abord pour se défendre. Marie comprend aussitôt que c'est Ruifon qui a orchestré tout cela depuis le début. Après le match, Marie et Mio regagnent la capitale, mais elle tombe sur une longue file de jeunes filles qui espèrent que Kyros choisira une nouvelle fiancée depuis que la précédente est morte. Marie ressent un pincement au cœur en réalisant qu'elle n'est rien d'autre qu'un simple remplacement. Sa frustration grandit encore quand elle entend ses filles se moquer de Kyros, le traitant de barbare malgré son honneur. Ne supportant plus leurs insultes, Marie s'avance résolument, bien décidée à le retrouver. Les filles se dressent aussitôt devant elle, exigeant de savoir qui elle estimait de Marie ment et affirment qu'elle est l'associée du comte. À cet instant, Mio intervient pour lui prêter main forte et crée une diversion, permettant à Marie de se faufiler et de continuer son chemin. Contrairement aux spéculations de ses filles, Marie sait que elle ne comprend pas comment ses filles peuvent parler de lui ainsi, et cette pensée la bouleverse profondément. Pendant ce temps, au château, Kyros ignore encore que Ruifon a organisé sa participation au tournoi d'escrime. Leur conversation est soudain interrompue par l'arrivée précipitée de Marie, qui fait un bruit en entrant sans le vouloir. Avec un grand sourire, elle le félicite chaleureusement, laissant Kyros complètement stupéfait. Un instant, il se demande s'il ne rêve pas, lui rend son sourire, encore incrédule. Son trouble s'accentue lorsque Ruifon révèle qu'il a invité Marie exprès, espérant qu'elle verrait la force de Kyros de ses propres yeux. Mais Marie ne semble pas totalement ravie par cette idée. Kyros intervient aussitôt, expliquant qu'elle n'aime ni la violence ni les cercles aristocratiques. À ses yeux, cela n'a aucune importance. Pourtant, Ruifon insiste. Elle n'a pas l'air heureuse du tout. Sans détour, il soulève le sujet délicat. Marie n'est qu'un remplacement pour sa sœur, un simple pion dans un mariage arrangé avec Kyros. Marie ne peut le nier. Au fond d'elle, elle sait que cette fiançaille n'a commencé que comme une formalité. Son silence confirme à Ruifon qu'elle ne ressent rien de véritable pour Kyros, ce qui le pousse à lui dire de partir. Il ne supporte pas de voir son plus proche ami tomber amoureux d'une personne qui semble indifférente. Ses paroles deviennent plus dures, allant jusqu'à se moquer de l'inconfort de Marie face aux traditions nobles. Le calme de Kyros cède brusquement et il attrape Ruifon par le col. Mais Ruifon ne se démonte pas et continue de le provoquer. Le ton monte jusqu'à ce que Ruifon dégaine son épée. Kyros le suit et le combat éclate. Marie reste figée, incapable d'agir, tandis que les deux hommes s'affrontent violemment avant de finalement se séparer. Ruifon lance alors un défi officiel. Un duel dans la grande arène, bien décidé à briser l'orgueil de Kyros. Mais celui-ci reste calme et accepte sans broncher. Une fois Ruifon parti, Marie revient auprès de Kyros, le suppliant de ne pas envenimer les choses. D'une voix tremblante, elle admet que tout ce que Ruifon a dit sur elle est vrai.
Mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est de voir Chiros être tourné en ridicule à cause d'elle. Et quand il la regarde, ses jambes flanchent et les larmes ruissellent sur ses joues. Malgré la rudesse de Ruiphone, Chiros comprend ses intentions. Il ne faisait que vouloir le protéger, craignant que Chiros ne s'enlise dans un amour à sens unique. Mais cela ne justifie pas l'humiliation de Marie, et Chiros est bien décidé à lui donner une leçon. Marie le remercie d'avoir pris sa défense, mais l'insulte de Ruiphone, le traitant de lâche, continue de résonner dans son esprit. Alors elle finit par céder et le laisse partir se battre. Chiros prend doucement la main de Marie et y dépose un baiser léger. Le geste les laisse tous deux silencieusement troublés. Les joues plus tard dans la journée, Chiros affronte Ruiphone dans un duel d'escrime, tandis que la foule devient hystérique. Marie et Mio, quant à elles, reviennent prendre place au même endroit qu'auparavant. Chiros supplie Ruiphone d'enfiler son casque, craignant de le blesser, mais Ruiphone refuse catégoriquement et lui demande de faire de même. Aucun des deux ne cède. Les deux nobles retirent leurs casques et les jettent au sol, marquant le début du combat. Quelques instants s'écoulent et les deux hommes continuent de s'affronter. À première vue, ils semblent avoir un niveau équivalent. Puis, Ruiphone parvient à faire valser l'épée de Chiros. Mais celui-ci ne recule pas. Il poursuit le combat à main nue. Bientôt, il réussit à faire perdre à Ruiphone sa propre épée, et le duel dégénère lorsque Ruiphone lance un coup de poing droit au visage de Chiros. Le match se transforme en une bagarre à coups de poing, totalement interdite par le règlement, mais aucun des deux ne recule. Ils continuent à se battre jusqu'à ce que Chiros assène un coup puissant qui envoie Ruiphone au sol, mettant fin à l'affrontement. Chiros est aussitôt déclaré vainqueur, et Marie se lève d'un bond, l'acclamant avec un grand sourire. La foule suit rapidement, remplissant l'arène de cris de joie. Au milieu des applaudissements, Chiros appelle Marie et l'invite à le rejoindre sur le terrain. Lorsqu'elle s'avance timidement vers lui, prête à lui parler, Chiros la prend dans ses bras en la soulevant comme une princesse. Face à la foule, ils déclarent avec audace leur fiançailles. L'arène explose de rumeurs. Tous sont stupéfaits d'apprendre que Marie, simple fille du baron Shadarin, un nom inconnu pour beaucoup, deviendra la future comtesse. Chiros la presse doucement de regarder la foule, mais sa timidité la retient. Elle ne se sent pas digne de se tenir à ses côtés. Chiros, apaisant ses doutes, la serre contre lui et la rassure d'un ton doux. Les acclamations redoublent lorsque Marie finit par affronter les regards, et à cet instant, Chiros et Marie se tiennent fièrement ensemble, sous les chants du peuple pour célébrer leur futur. Les Granados. Cet après-midi-là, Marie retourne au stand du concours d'épluchage de pommes. Le vendeur la reconnaît immédiatement et s'excuse de ne pas avoir pu retenir le prince plus tôt, mais Marie n'y prête pas attention. Elle veut simplement participer à nouveau. Il lui tend une pomme, mais avant qu'elle ne commence, quelqu'un la lui arrache des mains. C'est Chiros, cette fois, prêt à concourir à ses côtés. Il commence à éplucher la pomme avec une habileté remarquable. Marie l'observe, étonnée, et apprend qu'il a perfectionné cette technique durant ses bivouacs en mission d'affaires. Curieuse, elle mentionne Ruiphone, se demandant comment il va. Mais avant que Chiros ne puisse répondre, une voix familière s'élève derrière eux. Chiros lui reproche le chaos survenu plus tôt et lui tend brusquement une pomme, le défiant de se joindre à eux avant de se tourner vers Marie pour lui demander des conseils. Comme prévu, Marie sait parfaitement manier un couteau, ayant accumulé beaucoup d'expérience en épluchant des fruits et légumes chez elle. Chiros continue de la complimenter pendant qu'il s'applique sur sa pomme, ce qui pousse Ruiphone à lui rappeler que Marie ne l'aime même pas. Peu importe les remarques piquantes que lance Louis-Fan, Chiros reste totalement impassible, répondant avec optimisme à chaque mot. Il va même jusqu'à dire à quel point la vie sera merveilleuse une fois mariés, lorsqu'ils passeront leurs journées ensemble. Finalement, réalisant à quel point son ami est dévoué, Ruiphone décide de lâcher prise et s'apprête à partir. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Marie l'interpelle. Elle exprime son envie d'en apprendre davantage sur Chiros et espère que Ruiphone pourra lui raconter d'autres histoires à son sujet, un autre jour. Marie comprend que si Ruiphone l'a amené ici, c'était pour lui montrer les qualités admirables de Chiros. À ces mots, Ruiphone lui présente des excuses et croque dans la pomme. Elle découvre alors qu'il s'agit d'un fruit factice, une farce préparée par Chiros, et bien vite, les deux se taquinent sans relâche jusqu'à ce que Ruiphone, exaspéré, parte en maugréant.
Lorsque vient le moment de partir, Mio informe Marie qu'elle doit rester auprès de son maître et que Marie rentrera accompagnée du cocher. Avant de se séparer, Marie et Chiros échangent des paroles douces qui se transforment bientôt en compliments sucrés l'un envers l'autre. Dans un élan de courage, Marie s'approche et dépose un baiser léger sur la joue de Chiros. Rougissante, elle recule aussitôt, se précipite dans la voiture et ordonne au cocher de partir, laissant Chiros figé un instant avant de faire quelques pas derrière elle, stupéfait par ce geste soudain. Tandis que le carrosse s'éloigne, Marie regarde à travers la fenêtre. D'ici 1 mois ou 2, elle épousera Chiros, l'homme autrefois promis à une autre. Même si ce mariage est politique, elle souhaite en silence qu'il devienne une union fondée sur l'amour. La lettre envoyée par le baron Chadaren et son épouse était pleine de mots durs et insultants. Tout ce qui les intéressait, c'était que Marie revienne pour qu'il puisse la servir de nouveau. Cela laissait Chiros perplexe. Comment pouvait-il traiter Marie de cette façon? Pendant son absence, il demanda à Mio d'enquêter sur une affaire pour lui. 1 mois s'était écoulé depuis le festival. Ce jour-là, Marie se tenait à la fenêtre, admirant le merveilleux temps et se réjouissant à l'idée de la journée qui s'annonçait. Soudain, on frappa à la porte. C'était Wolfgang, son majordome. À peine l'eut-elle salué qu'une jeune fille se précipita pour l'enlacer. Wolfgang présenta l'enfant comme étant Cécilie, sa petite fille, encore simple apprentie. Cécilie montra fièrement les chignons dans ses cheveux et Marie les complimenta avec un sourire chaleureux. Au fil de leur conversation, Cécilie mentionna avec insouciance que Mio serait encore absente pour la journée et qu'elle-même se chargerait donc de veiller sur Marie. Leur échange fut interrompu lorsque Wolfgang demanda quels vêtements elle comptait porter. Marie choisit alors une robe bleue à épaules dénudées qui lui allait à la perfection. Wolfgang et Cécilie la complimentèrent aussitôt et le majordome plaisanta en disant que le comte Chiros ne manquerait pas de l'enlacer en la voyant. Cette remarque fit rougir Marie, d'autant que, ces derniers temps, Chiros semblait éveiller en elle des émotions nouvelles. Impatiente de l'accueillir, Marie prit Cécilie par la main et toutes deux se hâtèrent vers l'endroit où devait arriver le comte. En chemin, Tapa les croisa et fit remarquer que le déjeuner n'était pas encore prêt. Marie répondit avec légèreté que le comte allait bientôt arriver, puis elles poursuivirent leur route. Surgissant de l'allée, Johann s'approcha, un bouquet à la main, et suggéra que Marie l'emporte. Elle accepta et continua son chemin, le bouquet entre les bras. À l'arrivée du comte, les domestiques du château se rangèrent en ligne pour l'accueillir. Ce qui attira le plus son attention fut Marie, debout en haut de l'escalier, vêtue de sa belle robe et tenant les fleurs. Elle descendit pour le saluer et lui tendit le bouquet que Johann lui avait offert. Chiros, cependant, ne le prit pas, affirmant que ces fleurs étaient un accessoire qui lui allait à merveille. « Dans ce cas, répliqua-t-elle, elle-même devait être un présent pour lui, une fleur incarnée. » Jairus plaisanta en disant qu'il avait failli l'enlacer, ce qui fit baisser les yeux de Marie, gênée. Puis, contre toute attente, Chiros tendit la main. Elle pensa qu'il voulait prendre les roses, mais il attrapa plutôt sa main et frôla ses vêtements. Ce geste la surprit, mais, avec calme, il prit une fleur du bouquet et la glissa dans ses cheveux, tout en la complimentant sur sa beauté. Marie, pourtant, restait convaincue qu'il ne faisait que la taquiner. Plus tard dans la nuit, Marie restait allongée dans sa chambre, les yeux ouverts, épuisée. Elle avait espéré qu'ils pourraient enfin dîner ensemble, mais Chiros devait déjà repartir. La cérémonie de fiançailles approchait à grands pas et une nervosité pesante lui étreignait le cœur. En dehors de ceux qu'elle avait appris auprès de son père et à l'école, elle avait l'impression de ne rien connaître d'autre. Soudain, une idée lui vint. Elle se leva et sortit du tiroir de sa table un livre sur le chat rouge droitier. Mais, en l'ouvrant, elle constata avec déception que les pages étaient déchirées et éparpillées. Décidée à réparer son livre abîmé, Marie demanda l'aide de Wolfgang et, ensemble, ils traversèrent les couloirs du château. En passant, ils remarquèrent une lumière filtrant d'une pièce. Marie tenta de jeter un coup d'œil à l'intérieur et la porte s'ouvrit sur Liu Liu. Marie la salua chaleureusement. Bien que Liu Liu se montrât inquiète de la voir errer si tard, Marie finit par lui confier ses préoccupations. Liu Liu l'invita alors à entrer dans la bibliothèque, une vaste salle emplie de livres innombrables, ce qui émerveilla Marie. Voyant des lettres éparses sur la table,
Marie demanda si Liu Liu n'avait personne pour écrire à sa place. Liu Liu expliqua que, Cara étant très occupée, elle l'aidait à les rédiger. Ces lettres étaient en fait les invitations à leur cérémonie de fiançailles, et elles devaient être écrites par le couple lui-même ou par quelqu'un de proche. À ces mots, Marie proposa aussitôt son aide, et Liu Liu accepta avec plaisir. Tout en rédigeant des lettres en Ipsandros, Marie mentionna qu'elle pouvait aussi les écrire dans cette langue, ce qui éveilla vivement l'intérêt de Liu Liu. Marie maîtrisait bien l'ipsien, tant à l'écrit qu'à la lecture, même si les conversations orales restaient difficiles pour elle. Wolfgang, lui aussi, partageait le goût de Marie pour les histoires ixandriennes, comme ce fameux livre du chat rouge droitier qu'elle voulait réparer. Liu Liu prit le livre avec joie, submergé par un élan de nostalgie. Marie éprouva le même sentiment en se souvenant de sa sœur Anastasia, qui le lui lisait autrefois. Si son père la qualifiait souvent de dilettante excentrique pour son intérêt dans les langues étrangères, Liu Liu trouvait cela, au contraire, très intelligent. La maîtrise d'autres langues était un atout précieux pour traiter avec les marchands et la noblesse. Liu Liu expliqua que l'ipsien n'était pas aussi utile que le flaron ou le chanien, mais Marie parlait également ces langues. Bien qu'elle ne fût que la fille d'un baron, de nombreux fermiers installés sur leurs terres étaient des immigrés. Marie avait donc appris ces langues à des fins de gestion. Liu Liu trouva étrange que Marie se charge elle-même de telles affaires, estimant que cela devrait relever de son père. Marie répondit qu'elle ne faisait qu'aider. Elle avait toujours aimé écrire des lettres, et même lorsqu'elle le faisait au nom de son père, cela lui permettait de se lier librement avec les autres. Pendant qu'elles écrivaient, Liu Liu remarqua la belle écriture de Marie et lui demanda de signer de son nom. Pour elle, c'était naturel. Puisqu'elle écrivait avec ses propres mots, ce n'était pas au nom de quelqu'un d'autre. En entendant cela, Marie eut du mal à y croire. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Liu Liu lui avoua qu'elle n'avait jamais attendu grand-chose d'elle. Elle avait entendu dire que Marie était une noble venue de la campagne, et pourtant, c'était elle que Kiro avait choisie pour lui faire sa demande. Comme elle, Liu Liu avait pensé au départ qu'il faudrait l'aider à combler certaines lacunes, mais aujourd'hui, elle revenait sur cette idée. Elle se disait simplement heureuse pour Marie, en tant que fiancée de Cara. Avec le temps, Liu Liu avait appris à l'apprécier sincèrement et ne souhaitait plus que le meilleur pour son avenir. Marie ne put retenir ses larmes. En cet instant, elle n'était pas triste, seulement submergée par l'émotion. Pendant ce temps, Kiros arriva au palais et fut aussitôt accueilli par Miyo, qui venait de terminer l'enquête qu'il lui avait confiée. Dans une pièce voisine, des documents épars confirmaient que Marie était bel et bien la fille du baron. Kiros conservait encore quelques doutes, mais Miyo en était certain. Les archives retraçaient l'histoire de la famille noble sans la moindre trace d'adoption ni de remariage. On racontait même que ses parents avaient versé des larmes de joie à sa naissance. Aucune erreur d'hôpital n'était possible. L'hospice ne disposait que d'un seul lit à l'époque. Kiros avait du mal à concevoir que ses parents biologiques puissent la traiter avec autant de cruauté. Mais l'histoire personnelle de Miyo lui rappelait que les parents de sang n'offrent pas toujours un amour inconditionnel. Sur ces aises entrefaites, Miyo lui remit une autre lettre reçue le matin même. Kiros l'ouvrit aussitôt. Elle annonçait que le père de Marie était sur son lit de mort et exigeait son retour immédiat. Tous deux savaient que si Marie apprenait la nouvelle, elle repartirait sans hésiter. Kiros voulait la protéger, mais sans la retenir prisonnière du château. Alors qu'il se dirigeait vers elle, il entendit la voix de Liu Liu conversant avec Marie. Jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, il aperçut Liu Liu en train d'enseigner à Marie l'art de la révérence. Bien que Liu Liu ne fasse que lui donner des instructions, Kiros interpréta mal la scène, croyant qu'elle la malmenait, et se précipita aussitôt pour intervenir. Cependant, lorsque Marie se tourna vers lui pour lui souhaiter la bienvenue, il se sentit flatté et en perdit momentanément ses mots. Profitant de cet instant, Liu Liu lui demanda d'être le partenaire de Marie pour pratiquer sa révérence. Kiros pensa qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre ce genre de formalité, mais Liu Liu insista. Il fallait bien que Marie les maîtrise d'une façon ou d'une autre. Elle affirma sa confiance en elle et la couvrit d'éloges, tandis que Kiros, lui, ne souhaitait que la voir entourée de beauté et de bonheur. Cécilie appela alors Kiros pour lui montrer la révérence que Marie avait répétée. Lorsqu'il la vit l'exécuter, il resta figé, frappé par sa grâce et son port élégant.
Liu Liu aborda ensuite le rôle de Marie dans la rédaction des lettres de fiançailles. Même si Quiros aurait préféré qu'elle n'y participe pas, Liu Liu le réprimanda doucement, lui rappelant de laisser Marie s'épanouir par elle-même et de ne pas la traiter comme un oisillon fragile. Leur échange fut interrompu par Marie, qui demanda ce qu'il pensait de sa révérence. Quiros la complimenta chaleureusement et elle accueillit ses paroles avec un large sourire. Ce sourire lui rappela la première fois qu'il l'avait vue, radieux et sincère. Sur ce Liu Liu proposa de faire une pause pour prendre le thé et tous sortir. Avant que Marie ne les suive, Quiros l'arrêta et lui remit la lettre venue de chez elle. Il pensait que si elle ressentait le besoin d'y retourner, il l'accompagnerait. Mais Marie le coupa en plein milieu de sa phrase pour lui dire qu'elle ne rentrerait pas de sitôt. Elle savait que la lettre était mensongère. L'écriture correspondait à celle de son père, mais s'il avait réellement été à l'article de la mort, il n'aurait pas pu la rédiger. Elle soupçonnait qu'il y avait eu d'autres lettres exigeantes auparavant, ce que Quiros confirma. Il s'excusa d'avoir agi sans son accord, mais Marie haussa doucement les épaules. Elle comprenait que sa famille pouvait avoir du mal à engager une domestique, raison probable de leur insistance à la faire revenir. Elle savait qu'il ne voulait pas la voir. Il la haïssait. À présent, elle comprenait que les mauvais traitements qu'elle avait subis n'avaient jamais été de la discipline, mais une haine pure. Quiros avait autrefois cru que Marie acceptait cette violence comme une chose naturelle, à cause de son apparence. Aujourd'hui, il voyait combien elle était devenue forte. Marie le remercia, affirmant que c'était grâce à lui et aux gens du château qu'elle avait appris à reconnaître sa propre valeur. Quiros la serra alors contre lui, dans un moment à la fois maladroit et tendre. Pendant le thé, Tunica complimenta négligemment la tenue de Marie, ce qu'elle accueillit avec encouragée. Quiros décida de la complimenter à son tour. Cependant, à ces mots, Marie se troubla et eut du mal à répondre. Elle expliqua que c'était parce qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments venant d'hommes, ce qui poussa Quiros à s'excuser aussitôt. À ce moment-là, Tapo s'approcha, tenant une tarte aux myrtilles à la main, et complimenta également Marie. Cette fois, elle sut y répondre avec aisance. Quiros en fut troublé. Après tout, Tapo était un homme lui aussi. Il se demanda si la gêne de Marie ne venait pas de ses absences répétées. Sur cette pensée, il lui promit de rester à ses côtés dorénavant. Mais Marie ne l'écoutait déjà plus, trop occupée à saluer Mio, qui venait d'arriver. Mio s'adressa à Quiros pour lui demander la permission de s'absenter. Elle expliqua qu'elle devait se rendre dans un endroit reculé, bien qu'elle vienne tout juste de rentrer. Elle décrivait ses projets avec tant de charme et d'enthousiasme que Marie en vint à soupçonner qu'elle allait retrouver un amant. Mio lui conseilla même de profiter de ce temps pour passer des moments privés avec Quiros, puisque leur cérémonie de fiançailles approchait. Ce soir-là, avant le départ de Mio, Quiros lui remit une pile de lettres à transmettre au baron Shadaren si elle le croisait au cours de son voyage. 6 lettres contenaient des avertissements interdisant toute parole malveillante envers Marie, ainsi qu'une liste de toutes ses qualités. Il lui confia également une bourse remplie de pièces d'or et lui ordonna d'utiliser le carrosse royal. Bien que Mio soit forte, Quiros insista pour envoyer l'un de ses domestiques avec elle, au cas où il lui arriverait quelque chose. Le lendemain, Mio prit la route vers sa destination, accompagnée de Thomas. Elle portait une tenue étonnamment décontractée, ce qui surprit Thomas. Il trouva même que c'était une mauvaise idée pour lui de l'accompagner, persuadé qu'elle allait rejoindre un amant. Mio expliqua qu'elle se rendait en territoire Shadaren, là où un tragique accident s'était produit 2 mois plus tôt. Le colis envoyé par les parents de Marie contenait autre chose, une lettre de son jeune frère, Cédric, annonçant le retour d'Anastasia. Thomas en resta stupéfait. Il la croyait morte. Contrairement à l'histoire officielle selon laquelle son carrosse serait tombé d'une falaise, les enquêtes avaient révélé qu'ils avaient été attaqués par des bandits. En tentant de fuir vers la rivière, le carrosse avait été renversé par les eaux boueuses. Pourtant, Mio affirma qu'il n'y avait aucune chance qu'Anastasia ait survécu. Le fleuve était glacé et rapide, et les secours n'avaient pas pu arriver à temps. Pourtant, dans une demeure Shadaren, Melvira coiffait avec tendresse une magnifique chevelure dorée. Chevelure appartenant à celle qu'elle appelait Anastasia. Pendant une courte pause dans leur voyage, Mio explique tout en détail à Thomas. Anastasia avait été escortée en calèche, sur ordre de son père, en direction du château de Grenade. Les premiers jours du trajet se déroulèrent sans encombre. Cependant,
Alors qu'ils approchaient déjà de la capitale, ils furent soudain attaqués par des bandits. Dans sa tentative désespérée de s'échapper, Anastasia glissa et tomba dans une rivière gonflée par les fortes pluies. Le cocher tenta de la sauver, mais son corps portait déjà trop de blessures. Tout ce que Mio raconte à Thomas provient directement du témoignage du cocher et de l'enquête policière. Ce qui trouble Thomas, c'est la lettre de Cédric adressée à Marie, affirmant qu'Anastasia est rentrée chez elle. Si cela s'avérait vrai, Marie devrait s'éloigner de Kiros immédiatement. Pourtant, Mio insiste. L'amour de Kiros pour Marie est sincère. Quelques jours après le départ de Mio du château de Grenade, Kiros prend sa place pour servir Marie. Même si les uniformes habituels ne lui vont pas, il reste déterminé à jouer son rôle d'assistant. Cependant, ce que Kiros recherche réellement, c'est un lien affectif. Il aspire à ce que Marie se rapproche de lui comme elle l'avait fait avec Mio et les autres domestiques du château. Kiros s'efforce de bien remplir sa tâche, mais Marie s'embarrasse chaque fois que leurs regards se croisent. Il essaie même de coiffer ses cheveux, ce qui ne fait qu'augmenter sa nervosité. Toutefois, lorsqu'il commence à parler de retoucher sa robe, le visage de Marie change aussitôt. Heureusement, Sicily arrive à temps et donne un coup de pied à Kiros, car il lui avait promis qu'elle seule aurait le droit d'habiller Marie. Tous deux se disputent jusqu'à ce que Wolfgang intervienne, s'excusant du comportement de sa petite fille et la réprimandant pour avoir manqué de respect à Kiros. Le lendemain, dans la chambre de Marie, Kiros surgit soudain et lui propose un rendez-vous. En réalité, Kiros a reçu une lettre de Louis Fan les invitant à la capitale royale. Cependant, il avoue qu'il ne lui fait pas entièrement confiance et préfère donc s'y rendre uniquement avec Marie. Arrivés dans les rues du royaume, Kiros et Marie sont vêtus simplement pour dissimuler leurs identités. Toutefois, la manière dont Marie continue de l'appeler trahit une certaine formalité, ce qui pousse Kiros à l'exhorter à l'appeler par son prénom, lui rappelant que cela pourrait les compromettre. L'idée déstabilise Marie, mais puisqu'il reste encore du temps avant de rencontrer Louis Fan, Kiros propose de faire un court détour. Tendant la main, il insiste pour qu'ils marchent main dans la main afin de ne pas se perdre dans la foule. Pendant ce temps, ailleurs, Mio et Thomas poursuivent leur voyage, approchant désormais des terres brisées où Marie a grandi. La région s'étend en vaste plaine parsemée de troupeaux de bétail. Au départ, Thomas s'attendait à découvrir des terres plus modestes, mais Mio lui confirme la réalité. Bien que le domaine soit large, les impôts n'ont cessé d'augmenter depuis la fin de la Grande Guerre. Sous ce fardeau, le seigneur des terres est tenu d'en assurer l'entretien, mais il n'y parvient plus correctement de nos jours. Leur première halte est l'ancienne école de Marie. Les réceptionnistes ne reconnaissent pas Mio, qui improvise alors avec aisance, se faisant passer pour une noble venue de la capitale royale désireuse d'en apprendre davantage sur l'agriculture. Thomas ne peut qu'écarquiller les yeux, stupéfait de voir à quelle vitesse Mio change de ton et de posture. Mio demande à la réceptionniste s'il existe une élève avec qui elle pourrait parler de culture agricole. Mais à part Marie, la seule étudiante fut la fille d'un aubergiste local, Karina, qui avait quitté l'école en cours d'année. Mio retrouve rapidement la mère de Karina et change encore de personnage, cette fois en prétendant être une enquêtrice venue de la capitale royale. Elle ment avec une fluidité déconcertante, affirmant que Karina pourrait être en danger et réclamant son ancienne carte d'étudiante. Elle parvient ainsi à obtenir le précieux document. Ils reprennent alors leur route en direction du manoir Shadarin. Thomas, toutefois, se sent de plus en plus mal à l'aise face à ces méthodes. Tandis qu'il doute, Mio conserve une assurance inébranlable, justifiant ses actes en soulignant les failles des propos et en affirmant qu'au fond, elle n'a jamais réellement menti. Malgré l'inquiétude de Thomas, elle révèle que ses plus gros mensonges ne font que commencer. Enfin, ils atteignent le manoir Shadarin et Mio prévient Thomas de s'habituer vite à son jeu afin de ne pas être démasqué. Le bâtiment paraît vaste, mais son mauvais entretien saute aux yeux, bien différent des souvenirs que Mio en avait autrefois. Sans hésiter, elle franchit le seuil, prenant Thomas au dépourvu. Une vieille femme, Tamia, vient aussitôt à leur rencontre, leur demandant qui ils sont. Avec un sourire charmeur, Mio se présente comme une étudiante accompagnée de son fiancé. Elle affirme qu'ils se nomment Karina et Henri, amis de Marie. Pour appuyer ses propos, Mio montre la carte d'étudiante obtenue auprès de la mère de Karina.
Afin d'approfondir l'histoire, elle invente une rencontre avec Marie à la capitale, prétendant que celle-ci lui avait demandé de récupérer un objet à son retour chez elle. Ainsi, Mio demande à voir la chambre de Marie, et Tamia accepte de les y conduire. Lorsque la porte s'ouvre, Mio et Thomas sont frappés de stupeur. La pièce n'est plus qu'un débarras encombré de caisses. Intriguée, Mio demande pourquoi Marie est contrainte à tant de besogne. Tamia explique alors que tout est lié à l'apparence de la jeune fille. La seule personne qui ait jamais témoigné à Marie une véritable affection, soudain, Cédric fait irruption, espérant apercevoir Marie, mais son père, Georges, le rabroue sèchement. Thomas se recule, pris de peur, tandis que Mio s'avance avec assurance, se présentant sans hésiter sous son identité fictive. Lorsque Georges entend leur histoire, il rejette les propos de Tamia, affirmant que la chambre qu'on leur a montrée n'était qu'un débarras et non la véritable chambre de Marie. Même Tamia paraît surprise, mais Georges les conduit alors dans le manoir, déclarant qu'il va leur montrer la chambre de Marie. En chemin, il décrit Marie comme une fille timide et morose. Mio, au contraire, contrebalance ce portrait en racontant avec chaleur quelques anecdotes positives sur la jeune fille. Lorsqu'on lui demande quel objet Marie lui aurait confié, elle se contente de rire nerveusement, prétextant qu'il s'agit d'un secret. Georges les mène ensuite dans une chambre soigneusement entretenue, mais Mio comprend immédiatement qu'elle appartient en réalité à Anastasia. Elle explique que Marie adore étudier et que sa vraie chambre devrait être remplie de livres. Contraint, Georges les conduit alors vers une autre pièce garnie d'étagères, puis les abandonne à la hâte. Thomas hésite, doutant qu'il s'agisse réellement de la chambre de Marie, mais Mio n'accorde guère d'attention aux livres. Au lieu de cela, elle s'approche discrètement des fenêtres et tend l'oreille. Une voix féminine semble provenir de l'autre côté. C'est celle d'Elvira, la mère de Marie, qui parle à voix basse avec quelqu'un. En écoutant attentivement, Mio et Thomas entendent distinctement le nom d'Anastasia. Avant qu'ils ne puissent saisir davantage, Georges revient brusquement, annonçant que la famille doit sortir et que leur visite doit donc s'achever. Mio ne proteste pas et accepte poliment, mais lorsque Georges suggère que ce sera à Marie de leur rendre visite la prochaine fois, elle réplique que la jeune fille est déjà occupée par ses fiançailles. À cela, Georges insiste. Jusqu'à la cérémonie, Marie demeure encore sous son autorité. Leur échange tendu est interrompu par l'arrivée d'Elvira, qui propose de servir le thé. Georges la congédie aussitôt et presse les invités de s'en aller. Mais en s'éloignant, Thomas reconnaît de nouveau sa voix, distincte, parlant à Anastasia dans la pièce voisine. Quand la famille quitte finalement les lieux, Mio et Thomas feignent de partir également, mais en réalité, ils restent en retrait avant de revenir discrètement. Avec l'aide de Thomas, Mio se glisse par une fenêtre et force la serrure de la chambre privée d'Elvira. Lorsqu'ils passent à la tête, ils se figent. Derrière un rideau se dessine la silhouette d'une femme. Ils s'avancent prudemment et tentent d'appeler Anastasia, mais aucun son ne leur répond. L'inquiétude grandissant, ils écartent le rideau et demeurent pétrifiés. Devant eux se dresse une poupée identique à Anastasia. Mia s'approcha de quelques pas, examinant les détails avec curiosité. Après cela, ils quittèrent le manoir en calèche. Thomas était convaincu qu'Elvira avait perdu la raison à force de chagrin, mais Mia n'était pas d'accord. Elle insistait sur le fait qu'Elvira était parfaitement lucide. Mia se souvenait à quel point la poupée paraissait fraîchement fabriquée, probablement confectionnée par Elvira elle-même. Elle ressemblait à une véritable personne. Même ses cheveux étaient faits de cheveux humains, et pire encore, la robe était identique à celle qu'Anastasia portait le jour de son accident. Pourtant, cela aurait dû être impossible, car le corps d'Anastasia n'avait jamais été retrouvé. Tous ces détails convainquirent Mia qu'il existait des incohérences flagrantes dans cette affaire. Sur cette certitude, elle dit à Thomas de prendre un autre chemin, car elle devait rencontrer quelqu'un. Le cocher de la calèche louée mentait, c'était certain. Pendant ce temps, dans la capitale du royaume de Dilt, Kiros et Marie passaient leur journée comme de simples voyageurs, goûtant aux mets proposés par les étals. Kiros raconta qu'il venait souvent ici lorsqu'il était étudiant, évoquant ses années à l'Académie royale, où il avait étudié depuis l'âge de 12 ans. L'image d'un Kiros plus jeune laissa Marie silencieusement émue. Ils découvrirent ensuite un marchand qui vendait des glaces d'Onderma, préparées avec une mise en scène amusante. Quand Marie tendit la main pour recevoir la sienne, le vendeur se mit à la taquiner, la retirant à chaque fois. Bien que déstabilisée,
Marie refusa d'abandonner. Lorsqu'elle croqua enfin sa première bouchée, son visage s'illumina de bonheur. Se tournant pour partager sa joie, elle découvrit Kyros déjà à genoux, bouleversé par tant d'adorable candeur. Leur prochaine halte fut une boutique spécialisée dans les produits venus de tous les pays, très prisée des marchands. Kyros parla avec fierté des tissus ipsandriens, les désignant à Marie. Face à la variété des vêtements, Marie pensa à acheter quelque chose pour Kyros en cadeau. Grâce à la somme que Liu Liu lui avait donnée pour l'aider dans ses lettres, elle disposait de quelques pièces d'or. Mais en regardant l'étiquette d'un vêtement, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Les articles étaient d'une qualité exceptionnelle et coûtaient bien plus cher qu'elle ne l'avait imaginé. Finalement, ce fut Kyros qui choisit un costume et l'essaya, demandant l'avis de Marie. Celle-ci lui suggéra de tester des modèles plus raffinés. En entendant cela, Kyros s'emballa aussitôt, achetant d'un seul coup toutes les tenues luxueuses exposées. Il les enfila l'une après l'autre, rien que pour les lui montrer. Kyros alla même jusqu'à acheter un uniforme éclatant, affirmant qu'il serait parfait pour lui redonner le sourire chaque fois qu'elle se sentirait abattue. Pendant que Kyros se changeait, Marie s'avança vers l'étalage de bijoux à l'extérieur. Elle s'arrêta devant une pièce qu'elle trouvait particulièrement adaptée à Kyros. C'est alors qu'une voix l'appela derrière elle. De petites perles de sueur naquirent sur son front. Elle croyait reconnaître la voix de sa sœur. Lentement, elle se retourna. Mais à la place, ce fut un homme à l'air étrange qu'elle découvrit. D'abord, il semblait seulement chercher des clients, mais bien vite, il insista pour que Marie l'accompagne prendre le thé. Marie refusa poliment, mais son comportement devint de plus en plus étrange et pressant. Affolée, elle appela Kyros à l'aide. En un instant, Kyros attrapa l'homme par le col. 6 paroles tranchantes firent reculer l'inconnu, qui s'enfuit aussitôt, effrayé. Marie s'excusa rapidement pour le scandale, mais Kyros paraissait troublé par toute autre chose. Elle n'avait pas compris que l'homme cherchait en réalité à l'inviter. Pour lui, c'était évident. Une jeune femme comme Marie devait avoir eu déjà de nombreux admirateurs. Mais elle avoua que jamais personne ne lui avait rien demandé. À son école, la plupart des garçons ne faisaient que se moquer d'elle, la traitant de fille banale et misérable. La poitrine de Kyros se serra à cette pensée. Il comprit que Georges avait volontairement laissé Marie en haillons pour dissimuler sa beauté, l'emprisonnant dans la honte afin qu'elle ne prenne jamais conscience de sa propre valeur. Une rage sourde monta en lui, mais il fit un vœu solennel. Cela n'arriverait plus jamais. Saisissant fermement la main de Marie, il jura de ne jamais la lâcher. Marie sentit une chaleur douce et rassurante se diffuser à travers sa poigne, et ils poursuivirent leur promenade côte à côte. À leur insu, une mystérieuse silhouette blonde les observait à distance. Dans le royaume de Dilt, Kyros et Marie flânaient main dans la main parmi les étals du marché. À chaque stand, Marie ne pouvait s'empêcher d'acheter quelque chose. Des épices pour le tapo, des graines de fleurs pour le yohan, même des bracelets. Si bien que bientôt, leurs bras croulaient sous les emplettes. Kyros, de son côté, choisissait aussi quelques présents pour Marie. Ce qui les obligea à retourner jusqu'à leur carrosse afin d'y déposer tout ce fardeau, avant de se rendre au rendez-vous fixé avec Ruifon. Le jeune homme conduisit ensuite Marie jusqu'au quartier des artisans, réputé pour fournir la famille royale. C'était aussi l'endroit où Ruifon avait convenu de les retrouver. Ils franchirent donc le seuil de l'atelier. Aussitôt, les yeux de Marie s'illuminèrent. Devant elle scintillaient des pierres précieuses et des bijoux d'une beauté à couper le souffle. Giovanni, le majordome, accueillit chaleureusement Kyros et lui annonça que Ruifon dormait encore à l'étage. Kyros soupira, puis déclara qu'il allait le réveiller, conseillant à Marie de rester auprès de Giovanni, car Ruifon avait parfois l'étrange habitude de dormir sans vêtements. Pendant que ses yeux parcoururent la salle, Marie fut irrésistiblement attirée par de magnifiques gemmes vertes. Giovanni expliqua qu'il s'agissait de fragments issus de la taille des pierres les plus nobles, souvent employés pour confectionner des parures modestes. Parce qu'elle était la bien-aimée de Kyros, il proposa de lui en offrir une à son choix. Surprise, Marie préféra demander leur prix. En les contemplant de plus près, elle avait reconnu la couleur exacte des yeux de Kyros. Elle les voulait non pas pour elle, mais pour lui. Giovanni, étonné, inscrivit malgré tout la somme sur un papier. Ce n'était pas donné, mais Marie n'hésita pas et acheta les pierres, qu'il emballa soigneusement. Elle les accepta avec joie, émue. Jamais elle n'aurait cru posséder un jour de si beaux joyaux par ses propres moyens. Et alors qu'elle savourait ce moment, une silhouette surgit de nulle part.
Effrayée, elle expliqua rapidement qu'elle n'était pas seule. L'inconnu s'approcha en la pressant de questions. Qui était cet homme avec elle? Était-il bien? Rougissante, Marie répondit qu'il était merveilleux, puis vint une question plus intime. Avait-il déjà échangé un baiser? Troublée, Marie avoua qu'il ne l'avait pas encore fait, mais que cela viendrait sûrement très bientôt. À cet instant précis, Kyros redescendit de l'étage, le nez en sang, victime de la maladive mignonnerie de sa douce. En un clin d'œil, il reconnut l'inconnu, nul autre que Ruifon, déguisé. Démasqué, celui-ci éclata de rire, salua enfin Marie convenablement, puis les invita à passer à l'affaire qui les avait réunis. Installés autour d'une table, Ruifon dévoila un énorme joyau écarlate. Kyros et Marie en restèrent bouche bée. C'était un diamant rouge, rarissime, et selon lui, jamais il n'en trouverait un autre de cette taille dans tout. Kyros n'en revenait pas. Un tel joyau ne pouvait être qu'un trésor national. Et en effet, il avait vu juste. Louis Von expliqua que, juste après la Seconde Guerre mondiale, cette pierre avait servi de monnaie d'échange dans les négociations avec leur pays. Depuis, elle dormait simplement dans les coffres de la royauté, oubliée de tous. À présent, il l'offrait à Kyros pour 80 millions d'euros. Kyros en resta bouche bée. Mais Louis Von poursuivit calmement. Si un membre de la famille royale arborait un tel joyau, le peuple se révolterait à coup sûr. En revanche, s'il était présenté comme un cadeau destiné à Kyros, nul ne trouverait à redire. Après tout, la richesse de la maison Granado dépassait désormais celle de la famille royale elle-même. Grâce à Liu Liu et au génie commercial de Kyros, leur fortune avait atteint des sommets vertigineux. L'époque où la noblesse seule garantissait une vie facile était révolue. Mal gérée, elle s'effondrait, comme l'avait montré la ruine du baron Chadarin. Marie écouta attentivement chaque parole et se jura de ne jamais négliger ses devoirs, poursuivant ses études avec encore plus de sérieux. 6 mots semblèrent satisfaire Louis Von, qui abaissa alors le prix à 70 millions. Puis il révéla à Marie un secret. Kyros cherchait depuis longtemps une gemme de la même teinte que ses cheveux, couleur rarissime. Il avait voulu garder la surprise pour leur fiançailles, mais Louis Von avait, sans le vouloir, trahi l'intention. Kyros avoua alors que cette nuance unique lui rappelait la beauté de Marie. Avec sincérité, il remercia Louis Von d'avoir enduré tant de peine pour trouver un symbole aussi précieux. Gêné par une telle gratitude, Louis détourna le regard, tout en précisant qu'il faudrait quelques jours pour tailler la pierre et l'incruster dans une bague. Il devrait revenir lorsque l'anneau serait prêt. Cet après-midi-là, Marie et Kyros reprirent la route du château dans leur carrosse. Durant le trajet, Marie repensa aux paroles de Kyros. Autrefois, elle fuyait ses marques d'affection. Désormais, elle comprenait enfin ce qu'il ressentait. Les mains tremblantes, elle lui offrit alors le présent qu'elle avait acheté en secret. Kyros l'accepta avec émotion et l'attacha aussitôt à ses cheveux, ce qui illumina le visage de Marie d'un doux sourire. Mais ce n'était pas tout. Elle sortit ensuite les fragments d'émeraude achetés chez Giovanni qu'elle comptait coudre dans la tache. Elle confessa qu'elle n'aimait pas particulièrement les émeraudes, mais qu'elles avaient exactement la couleur des yeux de Kyros et qu'elle n'avait pas pu résister. Ébranlée par ses propres émotions, Marie fit semblant d'avoir trop chaud et ouvrit la fenêtre du carrosse. 6 yeux errèrent alors vers l'extérieur, et elle distingua soudain une silhouette blonde qui ressemblait étrangement à sa sœur Anastasia. Sous l'effet de l'instinct, elle se pencha dangereusement au dehors, tendant la main. Mais Kyros réagit à temps. Il la saisit fermement et la ramena vers lui. Marie choisit de ne rien dire à Kyros au sujet de ceux qu'elle avait aperçus. À la place, il lui serra doucement la main, comme pour lui transmettre une chaleur muette, un réconfort silencieux. Elle repensa alors à la journée écoulée. Si belle, si lumineuse, uniquement parce qu'il n'avait jamais lâché sa main. Autrefois, elle en avait eu honte, se sentant gauche et fragile, mais Kyros n'avait cessé de les complimenter. Et lorsqu'il avoua à mi-voix qu'il aimait les tenir, Marie rougit et osa répondre qu'elle ressentait la même chose. Ne pouvant se retenir davantage, Kyros l'enlaça contre lui. Dans un souffle, il lui dit que, si elle ne l'aimait pas, elle n'avait qu'à le repousser. Mais Marie ne fit rien de tel. Elle se blottit simplement contre sa poitrine, paisible. C'est alors que l'étrange se produisit. Marie glissa soudain dans un rêve. Dans ce songe, sa sœur Anastasia lui apparut. Elle murmurait qu'elle devait reprendre la place qui lui revenait,
comme si elle exigeait d'échanger leur vie. Marie vit la vision se déformer. Anastasia devenait la fiancée de Chiros, tandis qu'elle, rejetée, retrouvait son ancienne existence solitaire. C'était peut-être ainsi que les choses devaient être, mais cette pensée glaça Marie d'effroi. Un froid glacial l'envahit et elle s'effondra. Chiros remarqua aussitôt que sa respiration se faisait lourde, irrégulière. Pris de panique, il cria au cocher d'arrêter le carrosse et d'aller chercher un médecin. Pendant ce temps, Marie, prisonnière de son rêve, se retrouva petite fille. À cette époque, chaque fois qu'elle tombait malade, c'était Anastasia qui veillait sur elle. Leurs parents, trop absorbés par leur travail, étaient rarement là, mais Anastasia, elle, restait toujours à ses côtés. Pour l'égayer, elle sortait un livre, Le chat à gravité rouge. Elle en lisait les passages avec tant d'entrain que Marie en riait malgré la fièvre. Elle connaissait l'histoire par cœur, l'ayant entendue tant de fois, et il leur arrivait de réciter ensemble certains passages, riant à l'unisson. Mais ce bonheur s'interrompait dès que leur grand-mère, Sacha, entrait dans la chambre. Avec sévérité, elle ordonnait à Anastasia de s'écarter de Marie. Peu importait qu'elle ne faisait que veiller sur sa sœur. Sacha la grondait, critiquant même sa traduction maladroite de l'histoire. Pour elle, Marie devait apprendre les choses exactement comme elles étaient écrites, sans approximation. La petite, pourtant affaiblie par la fièvre, devait continuer. Sacha voyait en elle l'esprit le plus vif de la famille et lui imposait d'étudier sérieusement, coûte que coûte. Bien qu'Anastasia aimât elle aussi les mots ipsuans, Sacha l'ignorait complètement. Elle ne se souciait que d'une seule chose, que Marie les maîtrise à l'âge de 4 ans, exigeant même qu'elle apprenne la langue flaréane avant d'atteindre ses 6 ans. Marie aimait bien la langue ipsandrine, mais pour elle, cela ressemblait à une punition. Elle appelait Anastasia, voulant rester à ses côtés. En rouvrant lentement les yeux, la première personne que Marie aperçut fut Chiros. Il s'avéra qu'elle s'était évanouie d'épuisement et qu'on l'avait amenée chez le médecin pour recevoir des soins. Chiros lui expliqua qu'elle gémissait dans son sommeil. Alors, Marie lui raconta doucement le rêve qu'elle avait fait. Il la rassura. Ce furent les servantes qui l'avèrent lavée et changée de vêtements, pas lui. Après un peu de repos, Marie se sentit beaucoup mieux. Elle avait dormi près d'une demi-journée, et déjà l'aube se levait dehors. Cela signifiait que Chiros n'avait probablement pas dormi du tout, veillant sur elle toute la nuit. Mais cela ne semblait pas le déranger. Au contraire, il lui prépara même un bol de soupe. En voyant la soupe, Marie se rappela comment Anastasia la nourrissait de la même manière lorsqu'elle était petite. Perdue dans ses souvenirs, elle entr'ouvrit machinalement la bouche comme une enfant, et Chiros, avec innocence, lui fit avaler une cuillerée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle prit conscience de ce qu'elle venait de faire. Rougissante, elle s'excusa aussitôt, expliquant la situation, et Chiros l'écouta attentivement. Mais, en parlant, Marie se surprit à se demander quand avait-elle commencé à manger seule? Peut-être après la mort de sa grand-mère. Chiros lui apporta ensuite des biscuits, et de nouveaux souvenirs jaillirent en elle. Anastasia lui en glissait autrefois en cachette, même les jours où leur mère interdisait à Marie d'en manger. Ce souvenir fit monter les larmes à ses yeux. Chiros remarqua son expression et son inquiétude grandit encore. Mais, à l'intérieur, les pensées de Marie devenaient plus sombres. Si seulement Anastasia avait survécu à ma place, alors c'est elle qui aurait été la fiancée de Chiros. Soudain, sa tête se mit à la lancer violemment. Chiros voulut aussitôt appeler le médecin, mais elle l'arrêta d'un geste. Elle ne voulait pas qu'il s'éloigne, pas même un instant. Même si ce n'était que pour un court moment, Marie refusait d'être séparée de lui. Il pensa qu'elle parlait ainsi uniquement par gratitude. Mais cette idée fit hésiter Marie, car au fond, elle savait qu'elle avait été égoïste tout. Alors qu'elle rit doucement, Marie se rend soudain compte de quelque chose. Depuis quand avait-elle commencé à plonger son regard directement dans les yeux de Chiros? Le soleil se levait lentement, et avec lui, Marie trouva le courage de parler. Elle dit à Chiros combien elle aimait ses yeux. Autrefois, quand il lui montrait de la gentillesse, cela la faisait toujours hésiter. Mais maintenant, elle ne ressentait plus que du bonheur. Et là, à cet instant précis, Marie lui avoua son amour. Mais avant même qu'elle n'achève sa phrase, Chiros l'attira à lui et l'embrassa. Chiros lui révéla à son tour ses véritables sentiments. Dès le tout premier instant où il avait rencontré Marie, il lui avait semblé être déjà tombé amoureux d'elle. En temps normal,
Marie n'aurait jamais repoussé une telle confession. Mais aujourd'hui, elle ne put que pleurer de joie, acceptant chacun de ses mots. Quiro lui-même paraissait au bord des larmes, bouleversé de gratitude en voyant enfin son amour partagé. Pourtant, il insista pour aller chercher le médecin, conseillant à Marie de rester au lit durant son absence. Mais à ses oreilles, ces paroles sonnèrent comme une menace. Aussitôt, elle cacha son visage sous la couverture, bien que Quirós ne l'ait jamais dit dans ce sens. Ils échangèrent de rapides excuses avant qu'ils ne se hâtent de sortir. Peu après, un grand fracas retentit dehors. Inquiète, Marie se précipita et découvrit Quirós étendu au bas des escaliers. Avant même qu'il ne puisse expliquer, Mio intervint en disant qu'il avait sauté des marches et qu'il avait chuté. Voyant que Mio était de retour, Marie l'accueillit chaleureusement. Mais Mio lui annonça aussitôt qu'elle devait lui parler d'un sujet important. Elle expliqua à Quirós qu'elle avait amené quelqu'un avec elle. Alors qu'ils se dirigeaient vers le hall, Marie demanda discrètement si sa présence était vraiment nécessaire. Quirós l'assura que oui, même si ce qu'elle allait entendre ne lui semblerait peut-être pas réconfortant. C'était crucial, car cela concernait sa sœur, Anastasia. Les yeux de Marie s'écarquillèrent sous le choc. Une fois arrivée, Mio releva Thomas, qui surveillait leur visiteur. Elle maîtrisa fermement l'homme et le présenta à Quirós. Elle le nomma Jacob et lui ordonna de montrer du respect envers son seigneur. Jacob, en réalité, était le cocher de la calèche qu'Anastasia avait empruntée le jour de l'accident. Quirós se souvint avoir entendu que Jacob était venu, des années auparavant, au château de Grano pour gagner sa vie. À présent, Quirós l'interrogea directement. Était-il vraiment celui responsable ?